Et là, je me donne 0 minute de réflexion. En gros, nique sa mère, on y va, tu vois. Et c'est là où j'ai mis le doigt dans l'engrenage. Un truc que j'ai appris un peu plus tard, que si j'avais su ça avant, j'aurais jamais fait de tatouage. Je sais pas si tu connais Iman Gadzhi. C'était mon pote. Je traînais avec lui à Londres. Et c'est lui qui m'a dit, putain gros, tu sais qu'avec ton physique, ta gueule, tout ça, tu pourrais être le prochain Steve Cook. Que en gros, t'as un gars qui te dit limite ferme-la, achète une caméra et lance-toi sur YouTube. Et du coup, en fait, c'est Iman. C'est Iman, ouais. Du jour au lendemain, il me dit, mon investisseur s'est barré et il a pris toutes mes maquettes. En gros, il a pris tout ce que j'avais fait. Parce que il y a eu du lactose qui a été retrouvé dans une production et on s'est fait tuer. Et puis c'est pas glorieux de se faire checker les couilles en plus. Mais j'ai eu le même problème que toi, testicule gauche. Et puis le problème, c'est quand tu sais t'as une hernie, après t'as peur tout le temps. Si tu penses que le travail, tu peux le délivrer, fais-le mec. C'est dur, tu peux pas te comparer aux gens sur les réseaux sociaux, c'est très compliqué. Tu as le problème avec les jeunes parents qui ont leurs enfants qui ont l'attention span d'un teubé, d'une chèvre. Salut l'équipe, bienvenue pour un nouvel épisode de Équilibre et Performance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Quentin Randis, youtubeur, podcasteur et entrepreneur. Donc je pense qu'on a fait le tour. Et il est le cofondateur de la marque Think Protein, donc une marque de compléments alimentaires que je pense que vous avez vu quand même pas mal, notamment avec l'influenceuse Aloha Laia. T'es aussi créateur de l'Hybrid Training Club, donc une méthode qui allie force, endurance et mobilité. Et également aussi, tu as ton propre podcast, donc Biceps et Mindset, que j'écoute depuis quand même un petit moment. Donc où tu partages un peu ta vision du dépassement de soi, l'équilibre entre le corps et l'esprit et au sens général le sport. Et du coup, ça fait quand même quelques temps que je te suis sur les réseaux sociaux. Donc en tout cas, c'est un plaisir de pouvoir enfin te rencontrer. Et je pense qu'on a quand même pas mal de sujets abordés aujourd'hui, notamment aussi ton épisode avec comment on appelle ça, le fait d'enlever tes tatouages, parce que c'est quelque chose qu'on voit pas trop sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je te laisse te présenter et puis voilà. C'est ouf. Merci déjà pour les compliments. C'est marrant de réentendre toutes ces choses que j'ai pu faire ou entreprendre, dans le sens où aujourd'hui, il y en a beaucoup que je ne fais plus. Okay, ouais. Et j'ai évolué sur pas mal de points. Il y a des choses que je fais toujours, d'autres que j'ai mis un peu de côté, et où c'est toujours cool de faire plein de choses. Quand t'es entrepreneur, t'as cette fibre où t'as envie de créer quelque chose, t'as envie de créer que ce soit un produit, ou t'as juste cette envie de création en général. Et très vite, tu te rends compte que si tu fais trop de choses, t'en fais aucune bien. Donc il y a un moment où il faut cutter des têtes et t'es obligé de te refocaliser sur 1 à 2 tâches prioritaires, celles qui vont te faire manger en fait tout simplement, et qui te permettront d'aller plus loin aussi. Mais oui, donc youtubeur, en vrai je sais pas si c'est réel, parce qu'au départ j'ai fait de la vidéo YouTube quand je rentrais d'Angleterre, où je vivais là-bas en 2016, et j'ai acheté une caméra et je me suis mis à faire de la vidéo pure fitness. Ça a jamais explosé. On est monté à 8000 abonnés, mais très vite ça m'a fané. Et ensuite j'ai complètement arrêté. Je postais mes podcasts un petit peu sur YouTube, et puis après, il s'avère qu'en effet, comme tu l'as bien dit, je me fais enlever mes tatouages. Et c'était pas prévu, mais je recevais tellement de questions que je me suis dit je vais en faire un document sur YouTube. Et maintenant, grossièrement, les vidéos que je poste, c'est que des vidéos de détatouage au final. Bah ouais, parce qu'en vrai, c'est pas si commun que ça, tu vois, encore moins pour un créateur de contenu. Et en vrai, je trouve ça hyper intéressant que tu en parles, parce que moi, pour le moment, je suis pas tatoué. Je pense me faire 1 ou 2 petits tatouages, enfin significatifs, tu vois. Et toi, c'est vrai que t'avais quand même tout le bras droit, si je dis pas de bêtises, qui était tatoué. Ça, ouais. Et là, du coup, je crois que ça fait depuis avril 2023, un truc comme ça, février, que t'as commencé à te faire enlever les tatouages. Non, bien avant encore. Bien avant encore. Ouais, Okay. c'est ça qui est. Ouais, c'est une étape qui est particulière de ma vie, c'est que ça fait rire parce que ça peut paraître extrêmement stupide. Je dirais plus que moi, ça a joué sur mon impulsivité, où j'étais un goer, un doer, où j'avais envie de passer à l'action et arrêter de me dire oui, mais peut-être qu'un jour je ferai. Et je suis tellement, quand t'es entrepreneur, dans tous les cas, t'es plus un fonceur. Et oui, parfois tu avances dans des grottes tête baissée. Et là, c'est un peu ce qui s'était passé. C'est dans le sens où j'avais toujours eu envie de me faire tatouer le bras droit, depuis que j'étais adolescent. Question de mode, j'en sais rien. Je trouvais que c'était stylé, et voilà, je me suis dit un jour je le ferai. Et le temps est passé. Il y a eu le Covid en 2020. C'était l'année de mes 30 ans. Et c'est là où je me suis dit, bon, il y a un moment, tu viens d'avoir 30 piges, il y a le Covid, tu sais jamais de quoi est fait demain. Fais-le. Et je l'ai fait du jour au lendemain.
Et j'ai très vite regretté. Et ça a été mon gros regret, forcément, dans le sens où au départ, enfin, si tu veux, à l'époque, je vivais avec un de mes potes, Marius, qui est tatoué de la tête aux pieds. Et quand t'es en coloc avec un mec tatoué, ça devient ton nouveau standard. T'as l'impression que c'est normal d'être tatoué partout. Et moi, j'avais 0 tatouage et je le voyais tous les jours tatoué partout. Et tu sais, t'en fais pas trop un big deal, tu vois, c'est genre, c'est normal. Et du coup, du jour au lendemain, lui, il va se faire tatouer toute la poitrine, tout le chest, tu vois. Et je fais putain, tu sais, ça a commencé à me chauffer forcément. Et il me dit, bah là, il y a un guest qui est là-bas, donc un tatoueur invité qui est là juste une journée, qui était plutôt bon, qui était là le lendemain. Littéralement, j'ai pas eu beaucoup de temps à accorder à la réflexion. Donc moi, j'y vais. Je lui parle de mon projet. Au départ, je voulais faire tout l'avant-bras. Je voulais monter petit à petit, crescendo. Et le mec me dit, bah, je suis là qu'une journée, je peux te faire que l'intérieur de l'avant-bras. Jusque-là, tout va bien. Et je lui explique mon projet. Il me dit, reviens demain matin. Je te montre le design que j'aurais fait. Si t'es OK, on le fait. Si t'es pas OK, on le fait pas. Et du coup, le lendemain matin, j'y vais. Garde en tête que j'ai même pas encore vu ce que j'allais avoir sur le bras, quoi. Ouais. Mais t'es tellement excité. C'est un truc nouveau que t'as jamais fait que j'ai pas su dire non, en fait. Donc, il me montre son iPad. Il me montre le design. Ça me parle. Je me dis, cool, c'est ça, j'aime bien. Et là, je me donne 0 minute de réflexion. Je dis, allez, go. En fait, c'était le don't think, do. J'y suis allé direct. J'ai dit, vas-y, en gros, nique sa mère, on y va, tu vois. Et c'est là où j'ai mis le doigt dans l'engrenage. Parce que le mec me fait, du coup, l'intérieur de l'avant-bras. J'aime bien, oui et non. Tu sais, déjà, ça fait mal quand tu te fais tatouer. Enfin, ça fait mal. Je sais pas, voilà, être une poussie ou quoi, mais c'est pas agréable de se faire tatouer. Et je me dis, bon, j'ai passé l'étape, mais maintenant, bah, j'aimerais le bras entier, donc j'ai pas le choix que de continuer. Et le mec revenait que 1 mois plus tard. Donc le mois d'après, il revient, mais il m'avait rien préparé, ce bâtard. Il avait pris le truc vraiment à la légère. Un hispanique, c'est vraiment chill, en fait. Tu vois, no stress, t'inquiète, le design, il sera là quand tu viendras. Et je me pointe le jour même, et le design n'est même pas fini. Et il me montre des trucs que j'aime pas. Sauf que vu que j'ai la main dans l'engrenage et que je sais que le mec n'est là qu'une seule journée, encore une fois, je ne sais pas dire non. Ça commence Et à je me faire, ouais, dis, effectivement. Ouais. ouais, je me dis YOLO, c'est pas grave. Et en fait, tu réalises pas tout de suite que tu vas avoir ça toute ta vie tatoué sur toi. Et très vite, en fait, le rendu que j'avais sur l'avant-bras ne me plaisait pas. Je commençais à avoir honte de mon avant-bras, à le cacher. Et je me disais, putain, c'est con parce que tu dépenses de l'argent. C'est là pour toujours. C'est censé être une addition, Ouais, une un valeur plus, quoi. ajoutée. Ouais. Et en fait, pas du tout. Et c'est là où tu te rends compte que tu fais des conneries. De là, je retourne faire une 3e séance rapide parce qu'il y avait des trous à combler, donc il me fait un truc de merde. Et là, je fais, mais en fait, t'as été trop loin. Là, t'as vraiment déconné. Et à cette époque, je suis pas trop au courant des techniques de détatouage. Je sais pas que c'est possible de tout se faire enlever. Je commence à mal le vivre, mais je dis rien à personne. Tu vois, je garde vraiment ça enfoui en essayant de me rassurer. Je regarde dans le miroir, je dis bon, ça c'est pas mal, ça va. Mais tu sais, t'essayes de te convaincre. Mais au fond, tu sais que t'as merdé. Ouais, dès le début, je pense. Voilà. Et là, je pense qu'à ce moment-là, c'est là où j'aurais dû me dire, OK, t'as fait le con, enlève tout, et on n'en parle plus. Sauf que je m'étais pas renseigné sur la question, et c'est très certainement ce que j'aurais dû faire. Sauf que là, je rentre en France quelque temps, j'ai un pote qui est tatoueur, qui, à la base, était le mec qui devait me faire tout le bras, parce qu'il était extrêmement talentueux, mais il a 6 mois d'attente, donc moi n'étant jamais en France, on se voyait jamais. Ouais. Donc j'ai été impatient, donc j'ai fait trop vite celui en Espagne que j'aurais jamais dû faire. Et je rentre le voir et je lui explique la situation. Il me dit, ah, c'est vrai t'as fait des trucs, c'est pas terrible. Moi, je peux te faire le haut du bras pour combler, faire quelques covers même. Donc, dis-toi que le détatouage a été encore plus compliqué parce que t'as 2 couches. Ouais. Et il arrive à me trouver 2 jours d'affilée pendant l'été. Il me fait le haut du bras et c'est hyper bien fait. Tu vois, donc là, t'es content. Tu dis, ok, c'est vraiment clean. Là, je suis très content du résultat. Sauf que il y avait une incohérence graphique entre le haut et le bas. Et j'arrivais pas à vivre avec. Et je me suis dit, c'est trop compliqué, il faut que je fasse enlever le bas, que mon pote refasse tatouer le bas. Enfin, en fait, je partais dans des délires, je planifiais 2 ans à l'avance, si tu veux. Ouais. Et au final, je fais une énorme connerie qui a fait déborder le vase. C'est qu'à la base, quand je dis, il m'a tatoué le haut du bras, c'était en dessous de l'épaule, parce que je ne voulais absolument pas avoir l'épaule tatouée, parce que c'était un point fort en muscu, que je voulais que ça se voit. Ouais. J'avais des veines, tout ça. Et vu que je me faisais enlever le bas, je trouvais qu'il y avait tellement des trous partout que j'ai dit, en fait, je pense que je devrais me faire tatouer l'épaule. Et ça a été le truc
qu'il fallait pas faire parce que le jour où il me le fait, ça avait beau être bien fait. Je rentre chez moi, je me regarde dans le miroir et c'est là où je réalise. Et je fais bon, en fait, t'as fait la plus grosse connerie de ta vie, donc maintenant c'est terminé, tu vas tout faire enlever. Et donc on est parti comme ça, parce que je te dis ça, le mec m'a fait le haut du bras, enfin quand il m'a fait l'épaule, c'était juillet 2022, Ok. et j'avais déjà commencé, c'était juillet 2022 ? Ouais, c'était ça, le 8 juillet 2022, et j'avais déjà commencé, si je dis pas de conneries, à faire du détatouage sur l'avant-bras. Pas totalement, comment j'avais joué ça à cette époque ? Non, j'avais pas dû... Non, attends. Putain. Ouais, parce que j'ai commencé 2021 et j'ai commencé très tôt à faire du détatouage. Ça devait être déjà des... Ouais, putain, la vache. En fait, quand j'y pense, j'ai commencé le détatouage, ça fait déjà super longtemps. Ouais. Parce que J'avais tu commencé... l'as documenté en 2023, mais... J'avais commencé déjà à enlever des petites parties fin 2022 sur l'avant-bras dans l'espoir de me faire retatouer par-dessus après derrière. Donc en fait, une fois que je fais l'épaule, c'est là où je me dis en fait, t'as vraiment fait le con, faut tout enlever. Donc à partir de début 2023, c'est là où je commence à attaquer tout le bras en fait, à tout enlever. Et ouais, donc là on est fin 2024, c'est pas fini. Ouais, je crois qu'il te reste extrêmement encore 1 an ou 2 heures encore. Ouais. Non, pas autant. Pas autant. Là, il me reste 2 séances. Ok. J'ai fait une séance il y a 2 semaines. Donc là, tu vois, il y a quelques croûtes encore. Mais c'est des croûtes, donc il n'y a plus d'encre en soi, quasiment plus, du moins. Ça a été une énorme connerie, mais je me suis dit, tu sais quoi, que les gens apprennent de leurs erreurs, c'est très bien. S'ils peuvent apprendre des miennes avant de faire la connerie, c'est très bien. Donc je vais documenter le truc et c'est tout. Et c'est parti de là. Hein. Il y a aucune ambition derrière une chaîne YouTube de détatouage. J'ai rien à vendre dans le détatouage, mais si ça peut aider les gens, déjà ne serait-ce que de se rassurer, de voir qu'ils ne sont pas seuls, parce que on a l'impression d'être tout seul quand on veut se faire des tatoués, et très vite, quand tu commences à networker un peu dans le tatouage, tu te rends vite compte qu'il y a plein de gens qui regrettent leur tatouage et que ça devient une normalité et que on a fait des conneries, c'est pas grave. C'est le jeu. Ouais, après toi, c'est vrai que là, c'était quand même différent. C'est, on va dire, un endroit qui est assez apparent et en plus, c'est dans la musculation, etc. Donc, que ça soit tout un bras, c'est pas pareil que si t'avais fait, je sais pas, genre un peu la cuisse vite fait ou des choses comme ça. Là, on est quand même sur pas le même truc. Et du coup, maintenant, avec le recul, genre ton rapport maintenant au tatouage. D'ailleurs, pour toi, déjà, qu'est-ce que ça signifiait? En fait, si tu veux, le tatouage, il y a eu un truc que j'ai appris un peu plus tard, que si j'avais su ça avant, j'aurais jamais fait de tatouage. Okay. Dans le sens où quand tu te fais détatouer, donc le laser vient faire des trous dans l'encre, mais c'est pas le laser qui enlève l'encre à proprement parler, c'est ton corps, c'est le système lymphatique qui fait le nettoyage et qui le dégage en fait par les reins et par ta pisse, grossièrement. Et ce qui veut dire que en fait ton tatouage, ton corps va se battre contre toute ta vie. Que tu facilites l'élimination ou non, ton tatouage, si tu le fais à 18 ans, à 50 ans, il sera, comment on appelle ça, pâle en fait. Il aura perdu de son intensité. C'est pour ça que les gens font des retouches. C'est parce que ton corps s'en débarrasse. Et si j'avais su ça, en fait, je me suis dit, mais quel est l'intérêt de se faire tatouer si ton corps, il en veut déjà pas, tu vois, il essaye de le débarrasser. Et ça, je l'ai appris malheureusement trop tard, c'était déjà fait. Mais aujourd'hui, j'ai pas vocation à me refaire tatouer. Même si peut-être que je dis pas jamais, enfin jamais, faut jamais dire jamais. Mais pour l'instant, c'est hors de question. Clairement, quand je vois combien ça m'a coûté de le faire et de l'enlever et la douleur que je me ramasse et l'argent que je paye à chaque fois que j'y vais, parce que c'est 300 € la séance, parce que je suis en Espagne, en France c'est plus cher que ça, ça fait chier. Parce que 3 jours après la séance de détatouage, t'es un peu handicapé. Enfin, les 3 jours qui suivent, en fait, tu dors pas bien, tu peux pas bouger, ton bras il est enflé, tu peux pas t'entraîner, c'est une galère. Donc c'est surtout ça qui est très chiant. Là, tu vois, j'avais pris une pause de 8 mois, de avril à fin novembre, pour pouvoir bronzer dessus. Et là, ça fait vraiment du bien parce que tu peux te réexposer à la lumière. Et là, j'ai refait une séance il y a 2 semaines, j'en refais que 2. Et même s'il y a besoin d'une retouche supplémentaire, je ne repasse jamais un été à faire du détatouage. Ça, c'est cauchemardesque. Les 2 premières années, c'est ce que j'ai fait. Mais en fait, tes étés, tu n'en profites pas. Tu dois te cacher du soleil sans arrêt. Donc, je portais un sleeve, en fait, si tu veux, un manchon tout l'été. Et je mettais même un bout de tissu sur mon épaule pour pas que l'épaule soit au soleil quand je portais des débardeurs ou que j'étais torse nu, si tu veux. Donc, voilà, c'est une galère. C'est plus cet aspect-là qui est chiant.
Ouais, j'ai vu ça et ouais, tu t'avais dit quand même qu'au niveau douleur, enfin que en termes de ressenti, le laser était plus douloureux pour toi que quand tu te fais tatouer, genre pendant 100%. les deux, trois prochains jours et tout. C'est bien supérieur. Et je pensais pas en vrai sur le coup, tu vois. Bon après, évidemment, si tu crées de l'inflammation sur le bras, tu veux bien que ça soit pareil que quand tu te fasses tatouer, voire pire. Du coup, tu peux plus bouger le bras et tout, parce Ah que ouais, ouais. mec, ça fouette, hein. Mais c'est vraiment, moi, c'est comme des coups de fouet, en fait, mais à des endroits extrêmement précis de ton corps. Ouais. Et t'en fais une quantité. Et plus t'avances dans les séances de détatouage, pardon, et pire c'est. Parce qu'au départ, la puissance n'a pas besoin d'être très élevée sur le laser. Le point peut être plus large. C'est pour ça que tu vois souvent sur les vidéos de détatouage, pour faire un peu de pub là-dessus, les mecs, ils mettent ce genre de points, ils mettent des points plus larges. En fait, c'est une puissance qui est plus superficielle, où tu tapes et ça recouvre très vite le tatouage avec un truc blanc, t'as l'impression. Et plus t'avances, en fait, dès que t'es vers la fin de ton détatouage, donc ton encre, elle est peu visible, mais c'est parce qu'elle est profonde. Donc il faut aller sur un point extrêmement fin et une puissance bien supérieure. Donc tu fais beaucoup plus de points de touche à chaque fois, comparé à quand tu étais sur un point large. Et c'est beaucoup plus douloureux et beaucoup plus long aussi. Tu vois, en termes de comparaison, quand tu fais un bras complet avec un point superficiel, tu vas peut-être faire 5-6 000 points. Hmm. Moi, j'en suis à 15 000 à chaque séance, en fait. Ça veut dire que le laser, il te tape 15 000 fois. 15 000 mini coups de fouet. En fait, c'est comme si tu prends un élastique et Ouais, tu te ouais. le fais Ah claquer comme putain. ça. Et tu le fais 15 000 fois. Ah, Ça mec, pique, mec, hein. c'est affreux. C'est affreux. Ouais, bah écoute, franchement, bon courage pour la suite au niveau des tatouages, parce qu'en Ouais, vrai, j'ai fait le plus dur. c'est un Maintenant, chantier, c'est ouais, bon. voilà. Comme on dit. C'est ça. Il faut prendre le truc une séance par une séance. Si tu te Ouais, dis, bon, j'ai 15 séances à faire, je vais jamais le faire. ouais, Si exactement. tu te dis c'est une séance, on verra après, une séance, on verra après, c'est one bite at a time, tu vois. À chaque fois, faut se dire ça comme ça, sinon t'es désespéré. Parce que si à l'avance, là, j'avais su combien de séances j'ai eu besoin, je sais pas si je l'aurais fait. Ouais, j'imagine. Bon, franchement, pas mal entre guillemets le sujet du tatouage et bon, j'invite les gens tout simplement à aller regarder tes vidéos parce qu'en vrai c'était grave intéressant. Moi qui suis pas du tout tatouage, franchement en vrai t'apprends des choses et puis c'est toujours bon et tout de tu sais de pouvoir renseigner des gens quand on te dit voilà que tu peux regretter des tatouages. Ça peut Euh, dissuader d'en faire aussi. Ça peut dissuader d'en faire. Ah bon, moi, je sais pas, ça va me dissuader. Déjà, je me suis toujours pas décidé tout à faire les tatouages. Si j'en ferai un, je pense que j'en ferai un en commun avec des membres de ma famille, tu vois, mais un Ok. tout petit, pas quelque chose, on va dire, de gros. Si on peut parler, on va dire, d'un aspect un peu plus positif, ce sera un peu, on va dire, le voyage, parce que je sais que t'es quand même quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Donc, je sais que ouais, t'as fait l'Angleterre, là, tu vis en Espagne. Ouais. T'as fait les États-Unis, t'as fait aussi le Canada. Et si je dis pas de bêtises, t'as fait aussi un peu Bali, parce que c'est là aussi où t'as pu interviewer Alaya, je crois. Ouais. Bah, alors c'était Bali, alors il y a des endroits où j'ai vécu et des endroits où j'ai passé des vacances entre guillemets. Juste, ouais, voilà. Ouais, Bali, c'était des vacances. Ouais. L'Angleterre, j'ai vécu en Angleterre. Les États-Unis, j'ai vécu. Et l'Australie, j'y ai vécu. C'est là où j'ai vécu le plus longtemps. Et l'Espagne, maintenant, bon, bah, c'est pareil aussi. Ouais. Le Canada, c'était juste cet été pendant un mois. À la base, je devais rester un peu plus longtemps, mais c'était surtout pour tester en fonction du travail. Quand tu travailles en remote, donc à distance, de voir comment ça se passait avec un décalage horaire qui est négatif. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué et c'est pour ça que enfin, les mecs qui bossent avec la France et qui habitent au Mexique, par exemple, j'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'ils arrivent à bosser. Ouais, S'ils y arrivent, tant mieux, hein. Mais quand t'as un décalage horaire positif, donc dans le plus, quand j'étais en Australie, par exemple, l'année dernière, quand j'y suis retourné après Bali, bon, ça restait des vacances, mais j'arrivais quand même à travailler. Parce que quand tu te lèves le matin, tout le monde dort. T'as de l'avance, entre guillemets. Donc, ouais. tu sais que tu seras dérangé qu'à partir de 15 heures, quelque chose comme ça. Donc, t'as le temps déjà de te réveiller sans stress, t'es tranquille, tu fais ce que t'as à faire. Alors que sur un décalage horaire négatif, c'est l'inverse. De sorte que quand toi, tu te lèves, tout le monde est déjà réveillé, tout le monde a déjà bien avancé sa journée, donc t'es en retard. Et c'est ça que j'avais beaucoup de mal à vivre quand Mhm. j'étais au Canada, où je me levais à 6 heures le matin, de stress. Et il est déjà midi en France, j'avais du retard et c'était une catastrophe. Ouais, j'avoue. Et du coup, par rapport, on va dire, à tous ces pays, parce que du coup, t'as eu une formation de coach sportif, Mhm. et je crois que tu l'as faite principalement en Angleterre au début, c'est ça? Et En Australie, Australie, peut-être? moi. Australie, Australie. Australie.
Ouais, j'avais pas vocation à devenir coach sportif, hein. Moi, j'ai un bachelor en développement commercial international. Je voulais bosser à l'étranger, je voulais faire de l'import-export. Je savais pas trop ce que je voulais faire. De toute façon, j'ai fait la fac, j'ai fait plein de trucs, des écoles de commerce. Et je me sentais bien dans les écoles de management et enfin sur le domaine du management et de l'import-export. Donc j'aimais ça. Et à partir de là, j'avais un stage de 6 mois à faire. Si j'avais 22 ans. Et j'ai décidé de partir à New York City pendant 6 mois. Où donc pour y aller, c'était pas évident. J'ai fait un prêt étudiant, je me suis endetté, mais je voulais vivre un truc que personne n'allait vivre et qui allait moi m'ouvrir l'esprit parce que j'étais relativement casanier. Je me sentais pas spécialement ouvert d'esprit à cet âge-là. J'avais rien vécu. J'ai perdu mon père très tôt, qui lui était fanatique des US et vivait une partie de l'année aux US quand j'avais genre 10 ans, donc j'ai pas beaucoup de souvenirs à ce sujet-là, mais je sais qu'il m'a donné cette petite graine d'aller voir outre-Atlantique ce qui se passait. Je suis pas allé aux États-Unis, enfin pas en Californie, pardon, parce que lui il était à Los Angeles. Je suis pas allé là-bas parce que c'est des villes qui sont extrêmement étendues, extrêmement grandes, où tu es obligé d'avoir un véhicule. Vu que j'avais 22 piges, pas de thunes, fallait aller dans une ville qui soit centralisée, à savoir New York, où tu as juste besoin du métro, et c'était beaucoup plus pratique. Ça coûtait $100 à l'époque le mois, en illimité, et tu pouvais faire ce que tu voulais. Donc c'était beaucoup plus simple. Sur New York, c'est ce que ça m'a apporté, surtout cette différence. Que j'étais d'une ville en Savoie, à Chambéry, donc je suis pas parisien ou d'une grande ville. Donc j'ai jamais été habitué à avoir autant de monde autour de moi en même temps, et le fait de bouger sur New York, forcément, ça change ta perspective sur plein de choses, d'autant plus que les gens sont pas français autour de toi, personne ne parle ta langue, donc tu dois t'assimiler, tu dois t'adapter. Et j'ai adoré le processus parce que la culture était tellement différente. Et moi qui à l'époque je faisais du football américain, j'avais été coaché par un coach américain, du coup j'avais déjà cette envie, cette flamme, cette passion de parler anglais, de développer ma capacité à parler anglais, que quand je suis arrivé là-bas, c'était une dinguerie. Au début, tu as une espèce de, comment on appelle ça, un blues, où t'es loin de tout, tu sais pas trop ce que t'es en train de faire, t'as 22 piges. Et au final, une fois que et puis c'était pas la même époque non plus, tu vois, c'était il y a 12 ans. Là, j'ai 34 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, partir à l'étranger, c'est beaucoup plus facile que ça ne l'était à l'époque. Aujourd'hui, tu as tous les outils, tu peux appeler en FaceTime, tu as WhatsApp, tout ce que tu veux. C'est très simple. À l'époque, je dis ça comme si c'était il y a 50 ans, mais Instagram venait d'émerger. T'étais pas trop en contact avec tout le monde. Pour s'appeler, c'était un peu... Si, il y avait WhatsApp, mais je veux dire, tu échangeais pas... Tu faisais pas des stories. Les stories, ça n'existait pas. Tu vois, il y avait, moi, je postais toutes les photos que je prenais à New York sur Facebook. Enfin, c'était n'importe quoi. Quand je regarde mes photos Facebook aujourd'hui, il y a faut jamais tu postes ça aujourd'hui. Mais c'était génial. Et t'avais vraiment l'impression d'être isolé. Ma mère m'appelait une fois par semaine le dimanche, généralement, parce que c'était le dimanche matin pour moi et le dimanche après-midi pour elle. Mais c'est tout, en fait. Et j'avais pas vraiment de contact avec l'Europe en dehors des week-ends. Et moi, je trouvais que ça rendait l'expérience encore mieux. Aujourd'hui, t'es tellement connecté qu'il y a plus d'excuses de pas partir. Si tu veux partir et que t'as peur ou je ne sais pas, c'est légitime d'avoir quelques peurs, mais c'est très facile de les contourner parce que il y a tellement de choses pour te rassurer aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Mais de ce fait, je passe 6 mois là-bas. Quand je rentre en France, c'est là où vraiment je me rends compte qu'il y a un décalage qui fait que je veux plus de cette vie, ça ne me suffit plus de vivre à Chambéry en Savoie, tu vois. Et là, c'est là où je me dis, enfin, je me réoriente. Où est-ce que je vais pouvoir aller maintenant? Parce que il est évident que je dois repartir à l'étranger et pour y faire ma vie. Et à l'époque où je vivais à New York, les gens, quand j'étais au gym, où je m'entraînais à Planet Fitness, je sais même plus lequel c'était, il y a des gars qui venaient me parler, qui trouvaient que j'avais un bon physique et qui me demandaient des conseils. Et c'est arrivé de plus en plus fréquemment. Et c'est là où je commençais à me prendre de passion pour l'entraînement et aider les gens et m'aider moi-même. Et du coup, quand j'ai décidé de partir en Australie derrière, c'était déjà par des facilités de visa, bien entendu, puisque les États-Unis, c'était impossible. Et j'y suis allé pour la simple et bonne raison que le climat était incroyable. Parce que j'avais la même option au Canada, mais j'ai dit non parce qu'il faisait trop froid. Et quand j'ai vu l'hiver à New York, j'ai fait, si c'est ça un avant-goût du Canada, non merci. Donc je suis parti à Sydney et très vite, j'avais tout préparé à l'avance parce que tu sais que tu vas avoir besoin d'argent quand tu vas aller là-bas. Et j'avais utilisé pas mal d'argent de mon prêt étudiant déjà en amont. C'était pas grand-chose. Donc je pars là-bas, il fallait pas que je perde de temps. Il fallait que je commence ma formation de coach tout de suite en arrivant, que je trouve un taf
très très vite après avoir fait la formation de coach. Et ce qui était bien, c'est que tu avais des formations en accéléré. Aujourd'hui, tu vois, à l'époque, je crois que tu avais des BPGEPS en France c'est long à faire. Aujourd'hui, tu dois avoir des versions accélérées et là-bas, c'était déjà en accéléré. Évidemment, c'est pas des formations de malade. Tu fais pas en un mois, c'est pas des formations de fou furieux où tu deviens un pro, mais ça te donne des bases qui te permettent, toi, après, d'être curieux et de continuellement te former tout en pouvant travailler en même temps. Et ça, c'était top. Et du coup, j'ai fait ça et j'ai harcelé le premier gym que j'ai trouvé qui était top, qui s'appelait Fitness First The Zone, où dedans tu avais un traîneau, déjà un sled que tu vois beaucoup dans l'Aerox aujourd'hui, des trucs qui ont été très popularisés, mais qui n'existaient pas en France il y a 10 ans, quoi. Et de ce fait, moi, je suis tombé amoureux du truc parce que pour moi, c'était un outil pour devenir plus fort pour le foot américain. Et du coup, je les ai harcelés tous les jours en disant je veux bosser ici, même si je nettoie les chiottes, je m'en fous, je veux bosser ici. Et j'ai fini par avoir un job. Ok, top. Et du coup, après, t'as été coach là-bas pendant quoi? T'es resté combien de temps là-bas? 2 ans et demi. Ok, ouais, quand même. J'ai fait 1 an de coaching chez Fitness First. Et ensuite, j'ai été débauché par une autre entreprise qui s'appelle F45 Training. Et j'ai bossé 1 an de plus chez eux, où j'étais payé double en fait. Donc c'était la question, elle était vite répondue. Voilà pourquoi j'ai quitté Fitness First, quoi. Ok. Et du coup, après, t'as voulu lancer directement ton activité de coaching en indépendant Non, c'est un peu particulier. Non, après je voulais ouvrir une franchise du gym F45 Training aux États-Unis, parce que mon rêve c'était de retourner vivre aux États-Unis après l'expérience que j'avais eue à New York en 2013. Et je me suis un peu confronté à un mur dans le sens où je manquais cruellement d'expérience et de maturité. C'est que là, à cette époque-là, j'ai 25 ans. Je décide d'acheter en fait une franchise. Donc je vais voir, si tu veux, ceux qui ont créé F45, parce que c'est une boîte australienne. Et je leur parle de mon projet. Ils sont hyper chauds. Ils me font un tarif avantageux entre guillemets, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus cher que ça. Et c'était $75,000. T'avais tout inclus. Et t'avais en fait tout l'équipement du gym inclus avec. Donc, ce qui fait que c'était pas cher. Donc, il fallait juste trouver un local. Parce que moi, ils voulaient que j'ouvre à Paris. Forcément, j'étais français. Ils se sont dit, le mec, il faut qu'il amène F45 en Europe. Ça n'existe pas aujourd'hui. Donc, moi, je refuse catégoriquement parce que à la fois, j'avais pas envie de retourner vivre en France, encore moins à Paris. Et du coup, je dis, moi, je vais ouvrir aux États-Unis, en Floride. Mais tu vois, c'était pas très réfléchi. J'avais juste ce rêve dans ma tête d'aller vivre en Floride, à Miami, mais j'y étais jamais allé. Donc, à partir de là, je design un business plan de 30 pages ou 50 pages sur Miami, alors que j'y suis jamais allé, tu vois. Donc, à ce moment-là, je quitte mon job, j'ai acheté la franchise avec un pote, parce que je propose le projet à un de mes potes en France qui dit oui. Du coup, on se met à deux dessus. Je rentre en France, c'est janvier 2016. Ouais. Je reste 24 heures en France. Les 24 heures plus tard, je pars à Miami avec mon pote pour aller chercher un local. Donc ça a été une espèce de mission. Mais tu vois, t'as 25 piges, t'as rien vécu en fait. Malgré que j'avais déjà fait 3 ans à l'étranger, entre New York et Sydney. Et ça m'avait énormément appris, mais au niveau business, en fait, c'était très compliqué. Et très vite, tu te confrontes à la réalité de si t'as pas d'associé américain, il te faut beaucoup d'argent pour contourner le fait que tu n'aies pas de Social Security Number. Et cet argent, je l'avais pas. Donc très vite, en fait, je suis bloqué. Et c'est là où ça devient chiant, c'est OK, qu'est-ce qu'on fait? C'est soit on continue à pousser, on s'obstine, sachant qu'on n'a pas les clés pour ouvrir ces portes-là, ou alors on coupe les pertes, on dit OK, on abandonne, on a merdé, c'est pas grave, on récupère au moins une partie de ce qu'on avait mis dedans. Moi, ça a dû me coûter, j'ai dû perdre $10,000 à peu près sur tout ce que j'avais mis. J'ai quand même négocié pour qu'on arrive à se faire rembourser, parce que c'était très compliqué. Mais ce process, il prend 6 mois supplémentaires. Parce que déjà, au départ, on part 1 mois là-bas et le but, c'était de trouver un local. On arrive à trouver un truc, mais qui est en travaux. Il fallait que le mec, il ait l'autorisation du propriétaire pour faire les travaux, qu'il accepte notre offre de prix. Et ça mettait tellement de temps, ça pinaillait, je comprenais pas pourquoi. Donc moi, en attendant, je rentre en Europe. Je commence à retravailler à Chambéry pendant quelques temps. Et de là, j'ai un coup de bol, c'est que j'ai les gars de F45 Londres, donc qui venaient d'ouvrir, qui m'appellent. Parce que j'étais allé les voir en amont quand j'ai vu qu'il y avait un F45 qui avait ouvert en Europe. J'amène mon pote là-bas pour l'introduire au concept, si tu veux.
et je sympathise avec le patron de ce gym. Et c'est de là où quelques semaines après, il me rappelle en me proposant un job. Mais tu vois, c'est ça que j'ai aimé aussi, c'est la beauté de. J'ai pas eu de process tu sais, comment t'appelles ça, d'entretien, de deuxième, troisième entretien. Le mec m'appelle, tu veux un job, tu commences jeudi. Truc de fou, tu vois, c'était, et moi j'étais à Chambéry, hein. Donc en fait, il fallait que je déménage à Londres 2 jours plus tard. J'ai rien encore à ce niveau-là. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est hyper excitant. Tu vois, t'as 25 piges. Et moi, j'ai dit oui tout de suite. Je dis, bah, c'est parfait, tu vois, je vais prendre je vais continuer à bosser dans le fitness en attendant de pouvoir ouvrir mon gym à Miami. Donc, je travaille à Londres pendant 6 mois. Le projet Miami tombe à l'eau. Là, je décide de complètement abandonner parce que je vois que ça commence à devenir très compliqué, que on nous demande déjà de payer des royalties. Je sais pas comment on appelle ça en français. Non, c'est ça, pas des commissions, mais des. Ouais, la maison mère nous demande des royalties à payer tous les mois, si tu veux. Alors Et que je dis, t'as même pas commencé la salle on n'a pas ouvert. Ça, ouais. On n'a pas ouvert. Et ils me disent, bah, je m'en fous, en fait. Le contrat, c'est ça. Je dis, ben là, en fait, il faut qu'on soit d'accord. Bon, on coupe le contrat. On arrête. Je suis désolé. J'ai fait une connerie. Remboursez-moi ce que vous pouvez me rembourser. Et dans l'affaire, on a perdu $10,000, quelque chose comme ça, chacun. Donc, un peu le seum, mais au moins, tu sais, tu retombes sur tes pattes. C'est pas pire. Tu te dis, OK. Parce que j'avais emprunté de l'argent en plus de ça. J'avais fait un prêt pour pouvoir faire ça. J'avais emprunté de l'argent à mon grand-père aussi pour que je puisse financer ces tarifs-là de franchise et de voyage et tout ce qu'il y avait derrière. Donc c'était compliqué. Tu vois, j'ai pas envie de dire la chance d'avoir une famille friquée qui peut te dépanner et te donner tout ça. C'était plutôt, j'emprunte ce que je peux emprunter et je rends. Il y a pas j'ai pas envie d'avoir un ticket doré, tu vois, parce qu'après, je trouve que ça te met pas sur les bons rails que ça te tombe du ciel. Ça te donne pas assez la dalle. Ce que j'ai pu voir, en tout cas, autour de moi, tous mes potes que je connais qui sont de famille, qui sont vraiment blindés, et c'est pas une critique, hein. Ça peut être, tout le monde n'est pas avec le même set de cartes, mais c'est tous des mecs qui ont pas la dalle. C'est pas des mecs qui ont faim et qui savent qu'il y a un safety net, c'est un filet d'un parachute. Au cas où il t'arrive une merde, il y a un parachute de secours qui est gigantesque. Et je voulais pas avoir ça, et c'est pas que je voulais pas, c'est que je l'avais pas. Donc, il fallait que je me démerde d'une manière ou d'une autre. Et ouais, de là, du coup, je fais ça, j'abandonne tout et je recommence une carrière à Londres, si tu veux. C'était en 2016. Ah ouais, effectivement. Et c'est quand, en fait, que t'as mis en place un peu tout ce qui est hybride training, genre le club que t'as fait, etc. Parce que c'est vachement j'ai l'impression tard. Ouais, parce que j'ai l'impression. Bon, après, je t'ai pas suivi de suite, etc. Mais c'est vrai que je pensais pas que t'avais fait autant de choses et dans cet ordre-là, on va dire. Et après, on va dire, à un moment donné, t'as commencé plus ou moins à bosser un peu pour toi parce que t'as fini un peu le côté du coup à Londres. Et c'est quand après que tu t'es dit, bon là, je me lance en auto-entreprise, je commence à habiter en Espagne. Ouais, c'est plus tard, ça c'est plus tard. Ouais, alors là, d'accord. on est en 2016, je bosse à Londres et j'en ai marre du climat. Je n'arrive pas à supporter le climat après avoir vécu 2 ans et demi à Sydney où le mode de vie, tu vois, à l'heure d'aujourd'hui, malgré tous les voyages que j'ai pu faire, j'ai pas visité toutes les villes du monde, hein, mais s'il y en a une où il faut vivre, c'est Sydney. C'est mieux que... Alors, là où je suis, c'est pour moi le meilleur compromis qu'il y a en Europe. C'est quoi? C'est où du coup? Je suis à Valencia, en Espagne. Valencia, ok. Et Sydney, je trouve que c'est encore au-dessus. Mais c'est trop loin. C'est vraiment l'inconvénient majeur, c'est que c'est trop loin. Mais du coup, quand t'as vécu ça et qu'après tu déménages à Londres, ça a beau être une super ville d'opportunités. Moi, j'adore Londres. Mais le climat à vivre, il est très, très, très dur. Et j'ai pas tenu plus de 6 mois, en fait. À la fin, j'étais au bout du roule. J'en pouvais plus. Et je disais, écoute, j'en peux plus. Il pleut tous les jours. C'est ça, moi, j'en peux plus. C'est pas ma came. C'est pas pour moi. Ouais. Et, je commence à chercher d'autres opportunités. Mon patron veut pas me laisser partir dans le sens, enfin, il fait rien pour m'emmerder, je veux dire, mais il me dit, j'aimerais bien que tu restes, c'était un bon élément, tout ça. Et je dis, bah, j'apprécie, mais moi, je peux plus. Et de là, on avait une connexion en commun F45. Ce qui c'était bien, parce que c'était un réseau, en fait, F45. T'avais vu que c'était des franchises partout. J'avais rencontré un mec qui bossait dans un gym F45 à Dubaï Marina, tu vois. Et c'était en 2016, donc en fait, c'est pas du tout le Dubaï d'aujourd'hui. Non. Il n'y avait rien. La palme, elle n'existait pas à l'époque, hein. Enfin, les palmes même. Et donc, je quitte Londres. Entre-temps, faut savoir qu'il y avait des conversations qui se faisaient avec un vieux pote du foot américain, qui est en fait mon associé avec qui je bosse sur Sync aujourd'hui.
Et on se discutait, on était restés en contact, mais c'est un gars avec qui on jouait ensemble 10 ans auparavant, en fait, si tu veux. Enfin, il y a 10 ans maintenant, un peu plus, mais on jouait quand? On jouait ensemble, ça devait être juste avant que je parte, en fait, 2011. 2011, c'est ça. Donc ça date. Donc même en 2016, on continue à se parler, ça fait 5 ans. Ouais, c'était 5 ans auparavant, c'est ça. Et il commence à me parler de son projet, qui est de créer une marque de compléments alimentaires à base de plantes. Parce qu'il avait du mal à digérer tout ce qui était protéines de whey, etc. Il se penchait là-dessus. Et quand il m'en parlait, je lui disais, putain, gros, tu sais que moi, j'ai des problèmes, je déteste la whey ici. J'avais testé toutes les marques en plus, parce en Australie, t'avais déjà toutes les marques américaines. Ouais. Et je lui disais, j'ai du mal, je change tous les mois parce que j'ai mal au bide tout le temps, quoi. Et il me Non, mais disait, ça, bah, c'est fou, ça. il y a ces nouvelles protéines qui sont à base de plantes. Je lui disais, bah, ça existe ici, mais c'est dégueulasse. C'est imbouffable. Donc, c'était hors de question. Et il me disait, bah moi j'aimerais bien créer une marque comme ça, naturelle, qui soit bonne, quoi. Du coup, en gros, je dis, bah c'est un super projet. Alors tiens-moi au courant parce que j'aime beaucoup. Et vu que je commençais à faire un peu de réseaux sociaux à cette époque, mais c'était très léger, hein. Et déjà c'était en anglais. Je faisais des vidéos full en anglais quand j'étais à Londres. J'avais rencontré, je sais pas si tu connais Iman Gadzhi. Tu l'as très connu. Oula, mais il y a longtemps, du coup, il avait quoi? Il avait 15 ans, mec. C'était au début de sa chaîne YouTube. Ouais. Et Putain. Iman, dis-toi qu'à bon, aujourd'hui, il doit peser 100 millions. C'était mon pote. Je traînais avec lui à Londres. Ouais, bah du coup, si t'étais à Londres, tout est corrélé. Et je traînais avec lui. Putain, et c'est fou, lui ça, qui mec. m'a dit, putain, gros, tu sais qu'avec ton physique, ta gueule, tout ça, tu pourrais être le prochain Steve Cook. Tu devrais acheter une caméra et commencer à faire de la vidéo. Et c'est lui qui me met dedans, en fait. Et lui, il faisait déjà ça et c'était trop cool. Et je disais, putain, ouais, mais il faut que je devienne autodidacte parce que je sais pas faire de montage. Et du coup, je m'achète une caméra, un Canon 80D. Et je commence à me mettre sur Final Cut Pro, à tourner des vlogs que aujourd'hui je les regarde, ça me fout des frissons tellement c'est horrible. Mais c'est pour l'époque, c'est incroyable. Ouais, c'était pas dégueu en plus. Hein. Je viens de capter un truc parce que tu l'as abordé dans le podcast avec Eric Flag. À un moment donné, justement, tu dis que en gros, t'as un gars qui te dit limite ferme-la, achète une caméra et lance-toi sur YouTube. Et du coup, en fait, c'est Iman. C'est Iman, ouais. Putain, c'est fou. Hein. Et t'es plus en contact avec lui depuis? Mec, il m'a oublié. Ouais, la dernière fois qu'on s'est vu avec Iman, il commençait à faire beaucoup d'argent. Ouais. C'était en 2018 et nous on venait de lancer Sync. On n'avait pas de thunes. Hein. Nous on se payait pas et je lui dis je viens à Londres. Il me dit ah cool viens on va manger ensemble et il m'emmène dans un resto hyper cher ce bâtard. Et il se rend pas compte en fait que les gens autour de lui sont pas spécialement friqués comme il l'est. Et il avait 18 ans. Hein. Donc ils amènent dans un steakhouse qui m'a coûté une blinde, je me souviens, mais j'étais dégoûté parce que moi j'avais pas de thunes. Je fais ok, je vais payer. Et c'est la dernière fois que je l'ai vu en tant que pote comme ça, proche quoi. 2018, donc ça date. Hein. On s'est pas revu depuis. On a dû échanger 1 ou 2 messages, mais c'est tout quoi. Mais oui, après il est parti sur une stratosphère. Lui, ça a été complètement différent en effet. Mais il était déjà, tu vois, quand je l'ai rencontré, je savais qu'il allait cartonner dans la vie. Ouais, tu sentais que le mec, il avait il avait 15 ans, il avait déjà cette manière de penser qui était hors du commun. Et je m'étais dit, ce mec, il va vraiment faire de la thune. Et ça a pas loupé. Hein. C'était le mec enfin bref, c'est vraiment très très bon. Mais du coup, de ce fait, à ce moment-là, je discute avec mon pote Kev, donc il commence à me chauffer un petit peu avec son projet. Il voulait que je sois ambassadeur, donc moi ça me chauffe. Et du coup, je quitte Londres, parce qu'à la fin de Londres, je l'appelle et je lui dis, bon, écoute, j'abandonne mon projet Miami parce que ça l'a pas fait. Et lui, il me dit, bah, tu sais quoi, c'est marrant que tu me dises ça parce que moi, j'avais un investisseur qui avait commencé donc à ébaucher, à payer le projet pour lui. Donc lui, il avait déjà bien avancé, il avait déjà attaqué avec des laboratoires, tout ça, des formules. Et ce mec s'est barré. Du jour au lendemain, il me dit, bah, mon investisseur s'est barré et il a pris toutes mes maquettes. En gros, il a pris tout ce que j'avais fait. Et il me dit bah du coup je vais recommencer à zéro. Et je dis bah c'est marrant parce que du coup bah moi je vais récupérer une partie de mon argent. On peut peut-être faire un truc ensemble. Et c'est de là où en fait on démarre le truc. Enfin on émet l'hypothèse de travailler ensemble là-dessus. Et c'est fin 2016. Début 2017 je rentre. On prend un verre ensemble. On s'était pas vu depuis des années. Du coup on prend un verre ensemble et on en discute. Je dis écoute moi j'aimerais continuer à explorer la voie Dubaï. Et si ça le fait pas. Enfin, à voir. En fait, c'est soit on se dit, OK, peut-être qu'on bosse ensemble en ligne. Donc, toi, tu bosses d'ici, moi, je bosse de Dubaï, on essaie de faire un truc. Soit je lâche tout et je reviens habiter en France et on fait le truc à fond. Donc, je vais à Dubaï. J'aime pas du tout. J'arrive pas à m'y faire. Tu vois, je pars de l'aéroport. Je prends une espèce de tramway qui va jusqu'à la ville.
Et je me rends compte qu'il y a des wagons hommes, des wagons femmes. Déjà, le concept me sort par les yeux. Tu vois, je me dis, c'est juste pas possible. j'avoue, ouais. Putain. Et en plus, j'étais dans un wagon femme, tu vois, donc je savais même pas. Au début, je me dis, trop cool. C'est plein de meufs ici. Jusqu'à ce qu'une femme vienne me voir, elle me dit, tu peux avoir des problèmes en étant ici. Je pense que tu le sais pas, mais il y a des wagons hommes, des wagons femmes. Les wagons hommes sont derrière. Ah, ok, excuse-moi. Du coup, je vais au wagon derrière, éclaté au sol, que des Pakistanais, que des Indiens. Je suis tout seul. Il y a pas de femmes, évidemment. Et là, je me rends compte de la réalité des choses, en fait. Parce que tous ces mecs, c'est des travailleurs qui n'ont pas d'argent. Et toi, t'es là avec ta valise. Première impression, très mauvaise. Très, très, très mauvaise. Et après, je fais 10 jours là-bas. Je rencontre un peu des gars qui me hype un peu. On va dans des gyms un peu stylés. Il n'y avait pas les gros gyms qu'il y a aujourd'hui. Je crois que c'est Binous, truc du genre. Ça n'existait pas. Hein. Parce que c'est vrai que Dubaï s'est décuplé. Elle a changé 14 fois. Je pense que si j'y retourne aujourd'hui, c'est plus du tout la même ville. Ouais. C'est même une certitude. Mais à l'époque, il y avait déjà des gyms avant-gardistes, des trucs vraiment stylés. Tu sentais que ils mettaient le pognon pour que ça se développe très vite. Et ça me plaisait quand même un petit peu, mais il y avait un côté très superficiel qui me plaisait beaucoup moins. Mais du coup, je rencontre le mec de Dubaï. On va s'entraîner dans des hôtels un peu. On est allé s'entraîner, c'était au Medina Jumeirah, qui est juste à côté du Burj Al Arab. Donc le fameux hôtel 6 étoiles, si je dis pas de conneries. C'est ça. C'est l'hôtel en voile, là. Et juste à côté, t'as une espèce de gros hôtel qui s'appelle le Medina Jumeirah, si je me trompe pas encore une fois. Et il y a un gym à l'intérieur où tu peux payer pour t'entraîner. Et j'y suis allé. Et tu sais, je regarde un peu les personal trainers, tout ça, et je vois que c'est que des Indiens. Et qu'il n'y a pas de personal trainer qui envoie, tu sais, qui est vraiment pour la clientèle blanche, en fait, occidentale, tout simplement. Parce que là-bas, faut pas se leurrer, t'es payé à ton passeport. T'es pas payé au même titre que tout le monde. Les gens sont pas égaux. Il y a des classes sociales, c'est réel. Ça peut être camouflé ou quoi, mais c'est réel. Si t'es blanc, que tu parles anglais, que t'as un passeport français, t'es pas payé pareil. Donc moi, je vais à l'accueil. Je demande par curiosité, je dis je suis coach. J'ai coaché en Angleterre, j'ai coaché en Australie. Je suis français. Du coup, je parle anglais. Qu'est-ce que ce serait pour moi essayer de bosser ici? Elle me dit, toi, tu veux bosser là? Je dis ouais. Elle me dit, bah t'es engagé. Et comme ça, je fais ok. Elle me dit, on paye l'appartement, on te file une voiture, tout ça. Et tu vois, elle me chauffe. Je dis, putain, c'est cool. Je dis, bah là, je pars dans 2 jours. Laissez-moi des contacts et puis on se rappelle. Et puis au final, je finis par pas le faire. Ouais. Parce que je sentais, il y avait tellement de sales histoires à l'époque où t'avais un job, mais ils prenaient ton passeport, t'étais bloqué. Ouais. Je sais pas si c'est encore d'actualité tout ça, tu vois, mais j'ai pas osé. J'ai dit, je sais pas trop. Et en parallèle de cette histoire, donc en fait, je crois que dans le multivers, j'ai vraiment plusieurs vies. Parce que il y a la vie où j'ai décidé de tout arrêter et de rentrer vivre en France pour co-créer Sync avec Kev. Et il y a la vie où je bosse à Dubaï, mais il y en a une autre que j'ai oublié de parler. C'est que en même temps qu'il y avait cette histoire de Dubaï, il y avait des gars qui avaient ouvert un F-45 à Las Vegas, fin 2016, quand j'étais encore à Londres. Ils savaient que je voulais ouvrir à Miami. Donc, ils étaient en contact avec moi et ils savaient que j'allais avoir des problèmes administratifs. Ils sont pas cons, les mecs. Ils se sont dit, le gars, il est français, il va venir là, il va se prendre un mur. Du coup, on va saisir l'opportunité. Donc, le gars, forcément, m'appelle et me dit, oh, nous, on est chaud de prendre le projet Miami avec vous, mais on veut 51% des parts. Et en gros, on fait rien. Et je fais, sale bâtard. Je fais, ça, c'est requin. Donc, je dis, bah, c'est mort, ça m'intéresse pas. Et il me dit, ok, t'inquiète, on reste en contact. Évidemment, je pense qu'il savait que j'allais me planter. Donc, comme je te l'ai dit, on se plante, on abandonne le projet. Mais entre-temps, ces mecs me proposent autre chose. Ils me disent, bon, du coup, vu que ton projet Miami est tombé à l'eau, est-ce que ça te branche? On ouvre un second studio à Las Vegas et c'est toi qui viens le manager. Donc là, moi, j'ai un peu mon rêve qui tombe. C'est genre, mais moi, je voulais retourner vivre aux US. C'est parfait. Et là, je commence à me chauffer. Je dis, ok, c'est parti. Mais il fallait que je mette de l'argent dans le truc et que je savais pas quand est-ce que j'allais pouvoir me payer. Mon visa dépendait de leur bon vouloir. Du jour au lendemain, ils pouvaient me dire, on n'a plus besoin de toi, casse-toi. Ouais. Et c'est la raison qui a fait que j'ai dit non. Parce que je connaissais un peu les Américains et ils sont trop forts pour te hyper. Ils sont trop forts. Quand je les avais au téléphone, les mecs, ils étaient 2, ils me hypaient, mais ils étaient trop forts. C'est les ricains, tu vois, c'est vraiment, tu peux pas dire non. Sauf que quand tu réfléchis vraiment, après, tu sais que c'est pas un deal de ouf et que tu vas te faire baiser. Donc, du coup, j'ai dit non.
Mais il y a peut-être un moi dans le multiverse qui bosse à Las Vegas, qui a sa carte, sa green card, Ouais, de ouf. qui vit sa meilleure vie, hein. C'est possible, hein. Mais on saura jamais. Et du coup, bah, c'est là où, début 2017, après Dubaï, je prends la décision de rentrer vivre en France. Donc, c'était une décision qui est extrêmement dure à prendre parce que t'as un lifestyle qui est dingue. Forcément, je vivais à Sydney, j'étais très bien payé, Londres aussi. Et là, tu rentres en France, t'as jamais cotisé, donc tu ne touches sur rien. Et c'est ok, hein, je vais pas essayer de gratter le chômage ou quoi. J'y ai pas cotisé, j'y ai pas droit, c'est normal, je m'en fous. Et je rentre en France, habité sur le canapé de ma maman pendant 3 ans, le temps qu'on arrive à se payer ne serait-ce qu'un SMIC, quoi. Et c'est là où la réalité, elle tape, c'est ah ouais, maintenant il va falloir, tu veux créer un truc, c'est très bien, t'as pas de patron, c'est très bien, mais le taf, il va pas se faire tout seul. Donc c'est là où avec Kevin, on s'associe et on crée ce fameux projet. Et du coup, Sync, ouais, ça a été créé 2017-2018. Et j'ai l'impression que ça a commencé vraiment à péter après de mon ressenti. Il y a quoi? Il y a 2 ans max? Non, J'ai plus que l'impression. ça. Plus que ça, ouais. Après, tu sais, j'ai l'impression. Après, c'est mon point de vue et tu pourras me dire un Ouais, peu c'est le d'ailleurs qui c'est ressenti que de. qui c'est que vous avez comme ambassadeur. Mais moi, j'ai vu vraiment genre Alaya en mode ambassadrice Mm. et je pense que c'est une superbe stratégie de la reprise et elle représentait exactement la marque, donc c'est parfait. Mais c'est vrai que tu vois, genre ça fait ouais, à peu près 2 ans et tout. Du coup, je vois le truc, mais Mm. maintenant je vois la hype du truc et l'intérêt vraiment de la marque Sync. Mais avec le recul, c'est vrai que par rapport à l'époque, surtout en plus que les protéines véganes qui avaient un minimum de goût, elles se faisaient rares, quoi. Ouais, C'était un peu la surtout pas galère. édulcoré au sucralose ou autre, ouais. Ouais, Exactement. c'était un peu. Alors, 2017, ça a été l'année de brouillon, si tu veux, de sketch où Hmm. tu designes le truc, tu approches des laboratoires, tu fais des formules, tu vends rien, hein, mais c'est une année de test. Et 2018, c'est là où on a lancé officiellement au Salon du Fitness au mois de mars 2018. On s'était entouré de plein d'influenceurs, on avait levé de l'argent, ce qu'on appelle de la love money, donc des gens qui sont relativement proches de nous et qui étaient en mesure de mettre de la thune, pas Je comme vois, des ouais. business angels, c'est pas des montants exorbitants non plus, mais derrière ça nous a permis de lever des prêts bancaires. En plus de ça, donc on avait quelque chose qu'on avait réussi à lever un peu plus de 100 000 euros si tu veux, donc on était content au début, et puis tu te rends compte que bah, ça se crame très très vite. Ah ouais. On avait pris de plein d'influenceurs qui nous ont fait perdre beaucoup d'argent, parce qu'en fait la plupart ne convertissaient rien du tout. C'est pas contre eux, hein, mais c'est nous qui avons mal fait notre travail parce qu'on n'a pas tapé les bons profils. Et au début, c'est compliqué parce que tu fais une marque, tu as envie de créer une marque qui te ressemble. Donc nous, on était deux sportifs de la muscu du foot américain. On avait envie d'un truc performant pour les gens comme nous. Sauf que ça parlait pas trop aux gens comme nous parce que c'était un produit noir, performant, mais naturel et du coup très cher. Et forcément, bah, les mecs qui cherchaient du performant, généralement, ils en avaient rien à foutre de mettre le prix. C'était, on met un truc pas trop cher, de la whey à 20 balles et c'est très bien. Et du coup, on vendait pas des masses, hein. C'était compliqué au début, surtout qu'on n'arrivait pas à avoir un bon goût chocolat et un bon goût vanille, ce qui fait qu'on a lancé au départ un seul parfum, c'était tarte aux pommes. Non, Ah ouais, alors en sur le plus, ouais, papier, c'est c'est quand encore même moins. super sexy et moi, c'est ma préférée encore aujourd'hui. Mais en France, on est quand même conservateur, on prend pas trop de risques, donc chocolat vanille, ça aurait été très bien, tu vois. Et on n'arrivait pas, donc ça a mis un peu de temps. Dès qu'on a réussi à sortir le chocolat, ça a commencé à mieux marcher, mais on était en galère. Enfin, c'était très très dur. On se payait pas. Enfin, c'était, on vivait chacun sur le canapé de notre mère. Hein. C'était, ouais, ça a été une galère parce qu'on n'avait pas de véhicule. Je me souviens, je m'étais acheté une bécane d'occasion pas chère. L'hiver, tu roulais avec quand même. Enfin, c'était une période qui était très compliquée, surtout après avoir vécu le Sydney, Londres, tout ça avec de l'argent. Et T'as connu un peu ouais, la phase ascendante et un peu descendante, on va dire, très 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 dur. d'un Ouais. point de vue professionnel. Ouais. Et t'as même eu derrière, donc c'était quand? Attends, on a fait 2017, 2018, on lance, 2019. En fait, chaque année, ça augmente. Chaque année, on arrive un Ouais. peu à doubler le chiffre d'affaires. Bon, au début, il est pas très conséquent. Et 2020 a été la surprise. Il y a eu le Covid. Bon, moi, je décide de partir m'installer en Espagne parce que j'en peux plus de la France. J'ai déjà fait 3 ans et c'était pas prévu. Moi, à partir du moment où j'étais parti vivre aux États-Unis, je savais que je réhabiterais plus en France. Hmm. Ça avait déjà tout changé au niveau de ma perspective. C'est pour ça que je fais l'Australie, je fais l'Angleterre. Et la France, c'est périodique. Si j'y vais, c'est 2-3 mois. Tu vois, c'est pas des années. Donc là, refaire 3 ans, ça a été extrêmement dur pour moi, mentalement.
Et là, je décide de partir en Espagne parce que j'ai ma cousine qui habitait ici avant. J'avais pu aller dans son appartement pendant l'été 2018. Je lui avais sous-loué son appart avec des potes. Et je suis tombé amoureux de la ville, en fait. Je me suis dit, c'est trop cool ici, le climat est incroyable, les gens sont cool, la ville, elle est belle. C'est une super ville. Et de ce fait, je planifie un jour de venir vivre ici. Donc c'était été 2018, mais je viens vivre ici du coup début 2020. Donc février 2020, juste avant le Covid en fait. Mais je savais pas qu'il allait avoir le Covid. Mais au final, ça m'a arrangé entre guillemets dans le sens où moi j'étais là, je pouvais bosser de chez moi. Personne sortait dans la rue, mais moi je bossais en fait. J'étais chez moi, ça me dérangeait absolument pas et je bénéficiais d'un super climat. On était donc au mois de mars. Moi, au mois de mars, il faisait déjà soleil. J'étais sur la terrasse en train de bronzer, alors que tout le monde était en train de déprimer en France. Donc pour moi, c'était un bon deal. C'est bien tombé. Du coup, ça démocratise un petit peu cette manière de travailler en remote. Parce qu'au départ, on avait cette mentalité de construire une équipe en interne, d'avoir des bureaux, des trucs comme ça. Ouais, tout ça ouais, Alors que là, ça commence à un peu ouvrir le champ des possibilités. Moi, j'aime, ça me convient très bien. Et petit à petit, on bosse comme ça. Et en fait, le Covid a doublé les ventes. Du jour au lendemain, les gens restent chez eux, donc commandent beaucoup plus en ligne. Donc, on a vraiment eu d'un mois à l'autre le double de ventes. Et après, ça restait à ce niveau-là, quoi. Donc, c'était cool. Et petit à petit, on a fait plein de pivots au niveau de notre image de marque, notre branding, pour correspondre à une niche qui était plus réceptive à nos produits, à savoir la jante féminine, en fait. Parce que parler performance, c'est bien, mais les mecs, c'est pas pareil. Les mecs, on veut le truc le moins cher. C'est pas pareil. Les femmes, si tu leur parles bien, c'est con à dire, mais les achats sont beaucoup plus émotionnels chez les femmes que chez les hommes. Clairement. Et si, en fait, le produit est le même, c'est juste que le packaging est différent. Mais on s'est aperçu que toutes les femmes qui font du yoga, du fitness, c'est ce qu'elles recherchent. Elles veulent un produit qui est clean, qui a bon goût, qui se digère bien, qui leur crée pas des ballonnements, tu vois, même de la rétention d'eau. C'est souvent les femmes, elles ont ce problème d'avoir le ventre qui est pas plat à cause de tout ça et des cycles menstruels, etc., etc. Du coup, ça correspondait bien, tu vois, et c'est bien tombé. Donc, du coup, on décide de complètement pivoter, rebrander, faire un truc qui est un peu plus sexy. Donc, en tant que fondateur, on se met moins en avant parce qu'on colle moins à la marque, forcément. Du jour au lendemain, t'es plus du tout... Je vais pas, moi, me mettre en avant. Au début, je l'étais, mais j'étais le sportif foot américain qui vendait une prod performante et naturelle, pardon. Et du jour au lendemain, t'es un produit qui est juste naturel. T'es plus du tout dans la même démarche. Donc là, moi, je suis plus du tout mis en avant. Et c'est OK. Et ça se passe plutôt bien. On continue à grandir. On fait des tests parce que ce qui est compliqué, c'est qu'on crée des produits de rien. On veut pas, parce qu'aujourd'hui, c'est très simple d'appeler un laboratoire, de leur demander leur catalogue et de simplement mettre une étiquette. Ouais, en fait, c'est une marque blanche. Oui, tout le monde, enfin, beaucoup de marques font ça, tu vois. Et nous, on n'a jamais voulu. Parce que déjà, c'était pas assez bien, entre guillemets, parce que quand ils développent des produits comme ça, le processus de R&D, il est pas hyper complexe parce que eux, derrière, il faut qu'ils la vendent, la formule. Donc, ils vont pas se faire chier à mettre une tonne en R&D pour après vendre une formule. Alors que si ils mettent, entre guillemets, le strict minimum, ouais, ça va. C'est pas trop mal, tu vois, ça fonctionne. C'est disponible rapidement, c'est facile. Et il y a beaucoup de marques qui veulent pas se faire chier non plus et qui font ça. Elles achètent tous ces produits qui sont en white label et done. On fait une gamme complète et puis c'est réglé. Sauf que nous, on était beaucoup plus exigeants parce qu'on voulait répondre à un vrai problème. Donc, c'était très dur d'avoir une protéine qui soit naturelle, à base de plantes et bonne. Et c'était surtout le challenge d'avoir une bonne texture, pas un truc granuleux, farineux, avec un bon goût. Enfin, ça a été de la R&D constante depuis des années. Sauf que le problème auquel tu te frottes, c'est quand tu fais de la R&D pure et que tu testes ton produit sur le marché, t'as peu de recul. C'est que parfois, t'as des produits comme les premières barres protéinées qu'on a sorties qui se conservaient pas aussi bien que sur le papier. Au départ, tu penses, c'est un produit que tu viens de créer, en fait, avec le laboratoire. Donc, tu te dis trop bien. Il est stable, mais t'as pas le recul pour. Ce qui fait que nous, on avait une DLUO de 12 mois, sauf que parfois, avec les chaleurs, au bout de 3 mois, elles étaient mortes tes barres. Ouais. Donc, du coup, tu vides ces trucs, tout est gâché, tu dois jeter des milliers de barres à la poubelle, tu dois redémarrer, tu repars au drawing board, en fait. Tu dois recommencer un développement depuis zéro sur des barres avec potentiellement un nouveau prestataire. C'est très compliqué, mais moi, je kiffe ça. Aujourd'hui, je ne fais plus que ça chez Sync. Au début, tu es un peu multicasquette. Quand tu es entrepreneur comme ça, tu fais un peu tout. Puis petit à petit, tu staffes et tu te mets dans là où tu es bon. Et moi, là où je suis bon, c'est la partie produit, c'est la partie création, encore une fois. Et je m'occupe du R&D.
Ouais, parce que justement, j'avais entendu comme quoi, quand tu avais confondé Sync, tu adorais vraiment ce truc de développer un projet de A à Z, que ce soit vraiment le début, et que maintenant que du coup, Sync marche très bien et se développe davantage, le fait maintenant, on va dire, d'avoir, on va dire, un aspect de management et tout, ça te saoule Mm. un peu, et toi, t'aimes beaucoup, on va dire, dans la conception du projet, mais bon, Ouais, on va dire, dans la partie opérationnelle. Et du coup, mm. je pense que c'est pour ça que ouais, tu t'es rangé dans la R&D, parce que t'es toujours, on va dire, dans la partie un peu créative de c'est ça. l'entreprise au niveau du produit. Et puis, je pense que ça a plutôt bien réussi en vrai, parce que franchement, maintenant, les produits, Ouais, ils sont. j'ai eu du mal à trouver ma place parce qu'au départ, Ouais. j'étais plutôt je faisais tout ce qui était dans l'ombre, en fait, tout ce qui était la logistique, le transport de flux, enfin, le mouvement de flux, tout ce qui était, comment t'appelles ça, même le customer service, Hmm. tout ce qui était dans l'ombre. Et aujourd'hui, c'est plus moi qui fais tout ça. Et je préfère parce que je trouve qu'il y a peu de valeur ajoutée à ça et c'est pas un truc qui me fait kiffer. Alors que créer le produit de A à Z, quand vraiment tu veux créer un super produit, il y a du taf. Parce que ça dépend de ton niveau d'exigence. Tu vas Hmm. avoir des gens qui vont être précipités par le temps et qui vont dire OK, c'est bon sur un truc qui est vraiment moyen et on veut pas faire ça. On n'a jamais voulu le faire, on s'est toujours dit on veut un truc de fou et ce qui fait que plein de fois on a fait des nouvelles formules comme les bars là, tu vois, on a sorti des bars un nouveau modèle l'année dernière. Elles sont bonnes mais enfin c'était début d'année là cette année, au mois de mai pardon. Elles sont bonnes mais j'en étais pas encore satisfait. Il fallait que je pousse encore le truc parce que je savais qu'on pouvait aller chercher un truc encore meilleur. Et on a réussi. Et là, on les a terminés et j'attends les toutes dernières qui doivent arriver chez moi d'ici 2-3 jours. Et sur le papier, les versions précédentes que j'ai testées, déjà, elles étaient géniales. Et ce qui m'a fait réaliser ce changement, c'est quand je suis retourné aux États-Unis cet été et que j'ai retesté des marques qui étaient Hmm. similaires dans le naturel et bio aux US et que j'ai pu faire des comparaisons et tout ça et du coup me dire on peut faire mieux. Il y a moyen de faire un truc aussi bien que ça si ce n'est mieux. Et du coup tu retournes au drawing board entre guillemets et tu repousses la R&D et c'est fun hein. Mais après derrière évidemment c'est du temps, c'est de Hmm. l'argent et tu te dis il faut que le produit fonctionne. Donc tu mets toutes les chances de ton côté pour développer un produit qui soit superbe et tu fais le maximum. C'est dur hein, et puis t'as toujours le truc vu de l'extérieur, les gens se disent ouais, t'es trop cool, t'as sync machin, mais en vrai de vrai la dose de stress quotidienne, les problèmes intempestifs qui arrivent de nulle part parce qu'il y a 6 mois, on s'est pris une espèce de backlash sur les réseaux sociaux parce que il y a eu du lactose qui a été retrouvé dans une production et on s'est fait tuer. Mais tu dis mais les gars, c'est une erreur. Relax, tu vois, c'est pas normal. Ouais. On n'essaye pas de vous mytho en disant qu'il y en a pas alors qu'il y en a. C'est s'il y en a, on va comprendre pourquoi. Et là, tu te rends compte que ton fournisseur, il est pas hyper clean sur comment ils font les choses, ce qui fait que il peut y avoir des dérapages de leur côté. Donc c'est là où tu fais ah ok, on va aller chercher ailleurs. Hmm. Et là, tu cherches des nouveaux fournisseurs et c'est dur de trouver des bons fournisseurs parce qu'il y en a beaucoup. Du coup, tu fais plein de tests. Tu vois, il y a 3 semaines, j'étais en Pologne parce que j'ai trouvé un super partenaire là-bas, hyper fiable. Euh, Jusqu'à présent, c'était en Belgique. Donc là, on va en Pologne. Ok. Je discute avec les mecs, je fais faire des tests. Mec, on faisait des tests en direct, des mélanges d'ingrédients en direct pour réussir à faire mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Pour être sûr, surtout, qu'il n'y ait jamais de dérapage comme ça, qu'on soit certain que tout soit bouclé, qu'il n'y ait jamais de contamination de quoi que ce soit. Et on y a réussi, tu vois. Mais c'est pareil, ça prend du temps, ça prend de l'argent. C'est super compliqué. Et les gens se rendent pas compte de ça, tu vois, sur les réseaux sociaux, quand les gens ont commencé à faire du bad buzz contre nous, en disant ouais, ils nous ont menti, ils nous ont pris pour des cons, machin. Et ces messages deviennent viraux sur les réseaux sociaux, et toi t'es impuissant en fait, t'es là mais oh, calmez-vous, arrêtez de raconter des conneries, tu vois. Et le problème, c'est que les gens aiment le drama, aiment les clashs, donc ça plaît, tu vois. Et on a Hmm. perdu beaucoup de clients, malheureusement. Évidemment, t'as des gens qui sont déçus, qui pensent que tu les as arnaqués, et que c'était pas du tout le cas au final. Mais c'est le jeu, en Ah, fait. Tu vois, t'as des marques concurrentes qui te tapent dessus volontairement. Enfin, généralement, c'est jamais des grosses marques, puisque les grosses marques, elles en ont rien à foutre. Mais c'est plutôt des plus petites marques qui ont la haine contre toi et qui, eux, vont appuyer le bouton, tu vois. Il y a eu une marque concurrente qui a payé pour qu'une vidéo bad buzz soit projetée à un maximum de gens sur le marché. Je vais pas les citer parce que je suis pas une merde, mais je sais qui c'est. Et c'est bien ok. dommage de faire ça. Ça Ouais, représente je- bien une certaine mentalité de vouloir tirer les gens vers le bas. Mais c'est le jeu, encore une fois.
Ouais, effectivement, ouais. Et d'ailleurs, pourquoi, on va dire, vous avez choisi Alaya et si vous avez choisi d'autres personnes d'ailleurs? Genre, qu'est-ce qu'à chaque fois ça Euh, revenait? Est-ce que vous êtes au niveau, j'imagine qu'au niveau des collabs, tout ça, vous êtes à la majorité, c'est des femmes ou t'as un petit peu d'hommes? il y a eu les deux. Ouais, Ça a beaucoup changé en fonction du positionnement de la marque, bien évidemment. ouais, bah oui, j'imagine. Alaya, c'est une fille avec qui on bossait depuis longtemps, enfin, qu'on connaissait depuis très longtemps, parce à la base, moi j'étais pote avec Chloé Bloom et Chris, son copain. Donc c'était des potes à moi parce que quand j'habitais à Chambé, on avait networké avec eux. Des fois, j'allais passer le week-end chez eux à Lyon, ils étaient à côté. Donc on est toujours restés super proches. Et eux, ils ont bougé à Bali ensuite. Et Chris nous a présenté Alaya. Et on l'a trouvé super gentille. On a commencé à bosser avec elle. Au début, ça se passait pas de ouf. Petit à petit, elle a grossi. Elle a pris beaucoup de following, en l'occurrence. Hmm. Et là, on a refait un contrat avec elle plus tard et ça marchait super bien. Et ouais, non, c'était la meilleure en termes de conversion, si tu veux. C'est Alaya, elle était géniale. Puis c'était une pote à côté en plus, donc ça se Hmm. passait super bien. J'avais fait un podcast avec elle quand j'étais à la Bali et ça, c'était cool. Moi, je l'avais écouté. Les hommes, du coup, convertissaient moins. Ça dépend de leur audience. Si t'as des mecs qui ont une audience principalement féminine parce qu'ils font beaucoup de recettes, bah, ça Tout ça, bon. fonctionne bien. Et du coup, on a eu quelques gars aussi avec qui ça fonctionnait bien. Tout le pôle influence, c'est moi qui m'en occupais, mais à l'époque, en 2018. Aujourd'hui, c'est plus du tout moi qui m'en occupe, donc je saurais même pas te dire tous les gens avec qui on bosse, tu vois. C'était que les principaux, entre guillemets, comme Alaya, mais sinon, je connais pas tout le monde. C'est un peu moche de dire ça, mais je suis pas assez la tête dans l'influence pour pouvoir m'en occuper, pour vraiment savoir identifier tout le monde. On a des gens qui font ça très bien ici. Hmm. Donc moi, le côté vente, ça a jamais été ma came. J'étais dans le côté création et j'ai toujours aimé tout ce qui était branding, design et création de produits. Mais la vente, c'est un autre métier et c'est pas le mien. Ouais. Et d'ailleurs, vous êtes combien en tout de collaborateurs pour la marque Sync? Parce que j'imagine que vous êtes Pas majorité beaucoup, remote. Ah ouais, pas pas beaucoup. beaucoup, ouais, pas beaucoup majorité Beaucoup de remote, mais prestataires. beaucoup de freelance surtout. Ouais, prestataires. Ouais. Tu vas avoir beaucoup de gars qui bossent sur contrat, mais en CDI, il y en a pas beaucoup. C'est très Ouais. très faible parce que déjà ça coûte très cher de Ouais. faire des CDI en France. Et après on veut une certaine liberté de sorte que bah si ça fonctionne pas bien ou si au bout d'un moment t'es peut-être plus en capacité de payer ou si le rôle devient entre guillemets obsolète, Ouais, tu veux pas bah être bloqué, ouais. tu veux pas être bloqué, ouais, exactement. Du coup, principalement tout le monde est en freelance, moi y compris. Mais ça reste une toute petite équipe. On n'est pas beaucoup. On a un core vraiment de 5 personnes. Et après, t'as plein de prestataires externes qui sont très spécialisés dans une ou deux matières. Ouais, surtout si vous êtes en plus en remote, franchement, Ouais, on est tous en c'est remote. Ouais. c'est le mieux. Et ouais, je voulais aborder d'ailleurs un sujet, bah, on va dire encore un peu, on va dire forcément, on va dire négatif de ta vie. C'est Mhm. la partie ta blessure que tu as eue à ton hernie. Ah, la Parce que ça, hernie inguinale. encore une fois, ça c'est un sujet, Mhm. je trouve, qui est pas du tout abordé. J'ai cru à un moment donné que j'en avais une il y a 2 ans, mais franchement, c'est juste que j'étais dans le mauvais boulot, au mauvais endroit, il y avait de la bouffe de partout. Ticket resto, à un moment donné, ça tape sur le bas du ventre, ça décale un peu, ça touche le nerf, et là tu te dis, mais qu'est-ce que t'as? Ok. Bon, moi, c'était rien de grave, mais bon, du coup, je vois à peu près ce que c'est forcément l'hernie inguinale, mais ouais, si tu peux en parler, comment ça se fait que ça, enfin, c'est Ouais. arrivé? Est-ce qu'il y a des... Très particulier cette affaire. En effet, ouais. Je sais Ouais, absolument pas comment elle est arrivée. ok. Ma mère, elle va te dire, c'est parce que tu pousses trop à la salle. Je te l'avais dit. Ouais, skip, c'est une raison, ouais. Voilà, donc ça c'est un peu chiant. Il faut savoir que déjà principalement c'est génétique. Mon frère en a eu une quand il était petit. Mon deuxième frère a des problèmes de ce côté-là aussi. Donc c'est génétique. Déjà de base, il y a des gens qui en auront jamais, d'autres qui en auront davantage. C'est aussi lié aux ethnies. Je sais que par exemple, les blacks sont beaucoup moins sujets que les blancs. Parce que nous on est faibles, j'en sais rien, mais tu vois, c'est un vrai point faible de l'anatomie masculine au niveau à cause des testicules en fait si tu veux, parce que t'as le canal inguinal, donc le canal des testicules qui remonte et qui passe à travers des tissus et du coup il faut qu'il y ait un trou pour faire passer ce canal Ouais, et ce trou là en question, s'il y a une faiblesse autour, il peut se dilater et faire passer l'intestin, ce qui fait que ça en fait une hernie. Et ça fait chier. En vrai, ça fait chier. Et alors moi, je l'ai identifié relativement tôt, de sorte que j'ai jamais eu l'intestin qui est passé à travers, où tu vois, genre, t'as une bosse, tu fais « Oula, c'est quoi ça ?» Mais j'ai eu des douleurs dans le testicule droit.
pendant un bon moment avant que je commence à m'alarmer, pendant à peu près 1 an, où c'était un peu aléatoire. Tu sais, des fois, tu sentais un petit truc, des fois, tu sentais rien. Du coup, je m'alarmais pas trop. Et puis, un jour, je me suis dit, putain, tu sais que je connais des gens qui ont eu des cancers des testicules, et ça arrive aux alentours de la trentaine. Et c'est là où j'ai commencé à flipper, tu vas me dire, putain, si en fait j'ai un truc, peut-être aller me faire checker. Le faire avant. Et puis c'est pas glorieux de se faire checker les couilles en plus. Tu sais, tu vas chez le mec qui te fait une échographie. Je l'ai fait en Espagne du coup. Tu baisses ton bénard, je veux dire ta tub, elle est pas fière. Ouais, non. Et on vient te mettre le produit mec, sur les couilles. Je t'en parle parce que en fait j'ai eu bon moi l'audience le saura, mais j'ai eu le même problème que toi, testicule gauche. Mais en fait je pense moi c'était l'alimentation qui a réveillé un peu ça parce que du coup forcément ça joue sur l'intestin, tu vois. Mais pareil j'ai fait une écho, le mec il me dit bah va très bien, j'ai dit bah non. Et ça m'est passé je pense que ça m'est passé il y a quand même 1 an, mais je pense pendant 6-7 mois des douleurs et tout. Au début tu penses que t'as une torsion, donc c'est-à-dire une relation sexuelle et tout qui s'est mal passée ou un truc comme ça, et en fait pas du tout. Et ouais d'ailleurs après j'imagine qu'à l'écho il t'a dit que t'avais quelque chose ou même pas? Non, Même pas, il a détecté un petit kyste quand même, mais il me dit c'est pas ça, c'est rien, t'inquiète, y a pas de cancer ni rien. Il me dit par contre, là parce que l'écho il a remonté un peu, sur t'as une petite hernie. Il me dit, il y a une petite hernie. Alors moi, je m'alarme pas trop au début. Je fais, ok, cool, ça veut dire quoi? Il me dit, bah, c'est un tout petit trou qui fait que bah, le canal inguinal passe à travers là, mais il est un peu dilaté. Et moi, je me suis dit, bah, ça va se refermer tout seul, cette affaire. Et il me dit, le truc, c'est que une fois que c'est dilaté, ça reste dilaté, quoi. Ça ne peut que empirer. S'empirer. Et ça m'a fait un peu chier. Du coup, il me dit, bon, bah, contacte un chirurgien. Je vais voir le chirurgien, je paye 100 balles pour le voir, pour littéralement qu'il me parle pendant 5 minutes et qu'il me dise t'as pas le choix, faut que tu te fasses opérer. Je suis un peu fané sur le moment, je me dis bon ça me fait chier parce qu'en plus de ça, bon bah moi je suis ici, je suis pas assuré, il va falloir que je paye cash. Il me donne le prix de l'opération, c'est 2500 €. Je fais OK, et il me dit il y a 1 mois de convalescence. En gros, pendant 1 mois, tu peux pas aller t'entraîner, et puis voilà. Donc déjà, ça me fait bien chier déjà 1 mois. Ouais, normal, Garde ça en tête. Putain. Donc au début, je le fais pas. Je dis bon, mais c'était vraiment bizarre ces douleurs, tu vois. Et puis le problème, c'est quand tu sais que t'as une hernie, après t'as peur tout le temps. Ce qui fait que dès que tu fais du deadlift, du squat, t'as peur qu'il se passe un truc. Et tu y penses tout le temps, et après c'est pire parce que ça vient t'empoisonner le cerveau. Donc du coup, je commence à prendre les démarches, à dire ok, je vais le faire. Parce qu'au début, je lui dis, cet été, je pars vivre au Canada. Est-ce qu'il vaut pas mieux que j'attende de revenir pour le faire? Et il me dit non, si jamais il t'arrive une couille au Canada, tu seras content de payer que 2000 balles ici, quoi. Et il avait pas tort, tu vois. Donc ouais. Et je décide de me faire opérer au mois de mai, là 2024. Je me fais opérer, c'est affreux, que la douleur est vraiment folle parce qu'ils te coupent vraiment, ils t'ouvrent ouvert, ils mettent le mèche, ils referment le truc, j'en sais rien de ce qu'ils font, mais après tu peux plus marcher pendant une semaine, t'es en PLS, tu peux pas t'entraîner tout de suite. Et moi, je m'alarmais pas trop au début, je me suis dit bon c'est normal, très vite je vais pouvoir retourner m'entraîner, tout ça. Et il s'avère que j'ai dû faire le con parce que ça fait 7 mois aujourd'hui et que j'ai toujours mal. Donc ça, c'est très problématique par contre, ne serait-ce que mentalement, c'est très dur. J'ai dû complètement remoduler mon entraînement. Ouais. Parce qu'au départ, moi, je rattaque comme une brute, je suis un débile. Après 1 mois, tu m'as interdit d'aller au gym pendant 1 mois, bah j'y retourne après, je suis tout content, je commence à faire tout et n'importe quoi. Et je vois que les douleurs, elles sont quand même bien présentes. Mais je m'alarme pas, je me dis pas, je vais pas péter un truc, tu vois, je m'alarme pas. Sauf que je continue à m'entraîner de cette manière. J'ai des douleurs un peu intempestives qui viennent, qui repartent. Je me dis c'est normal, c'est chi. Tout le monde me dit que c'est normal. Mais je pense que je suis un peu trop agressif au gym quand même. Je me rends pas compte, mais je pense que je dois trop en faire. Et moi, j'ai pas l'impression. Je me dis que bah non, je suis toujours quand même sur la réserve et c'est possible. Sauf que après, le nombre d'années d'entraînement que j'ai, je dois être un peu plus bourrin que la moyenne et du coup, à mon avis, j'ai pas fait que du bien. Et les exercices les pires, c'était tout ce qui était leg press, squat et deadlift, donc tout ce qui met vraiment une pression quand tu fais du bracing, donc quand tu viens contracter fort les abdos à ce niveau-là, faire des crunchs, faire des leg raises, ce genre de choses, c'est ultra pas bon. Et c'est des choses que je faisais. Et en plus, je me disais, je vais faire de la leg press au lieu du squat parce que c'est plus stable et je suis tranquille, j'aurai pas de problème. Mais sauf que la leg press, il y a encore plus de pression, ouais. Ouais, t'as une pression monstre aussi. Et du coup, je vois que la douleur, elle s'en va pas. Donc, je continue, je retourne faire des échographies avec mon physio.
Il regarde, il me dit bon, ça a l'air d'être ok. Par contre, faut faire une grosse réhabilitation au niveau des muscles parce que ça a désactivé une partie complète de tes abdos. Donc heureusement que je te le dis parce que sinon ça aurait pu revenir assez rapidement. Donc de là, je fais mes exercices de respiration, tout ça. Je retourne le voir 2 semaines après et il me dit t'as trop géré, les muscles ils sont nickel, ils ont été réactivés, tout va bien. Cool. Sauf que moi, je me rends compte que j'ai tout de même toujours des inflammations et je comprends pas trop de quoi ça vient. Et ça commence un peu à me faire chier, je t'avoue. Et du coup, j'envoie des messages à mon chirurgien, je lui explique tout ça, il me dit bon, écoute, normalement, il devrait pas y avoir de problème, chill. En gros, il me dit chill, t'inquiète, tu vois, j'ai fait 1000 et quelques opérations, tu vas être tranquille. Sauf que bah non, en fait, ça continue. Donc là, je dis au chirurgien, gros, en fait, ça commence à faire longtemps là. Il me dit ok, tu sais quoi, on va faire un IRM et après on verra. Et là, à l'heure où on se parle, il est le 10 décembre. J'ai un IRM planifié pour le 31 décembre. Il y avait rien avant. Donc, affaire à suivre, mais c'est une galère. Parce que du coup, je peux plus courir. Donc, j'ai dû arrêter plein d'activités. Le foot américain, j'ai dû arrêter, évidemment. De toute façon, ça c'était mieux, ne serait-ce que pour le cerveau. Ouais. La muscu, il y a plein d'exos que je ne fais plus. Mais c'est bien parce que tu redécouvres la muscu. Ça fait presque 15 ans que je m'entraîne. Au bout d'un moment, tu te dis, t'es trop bien en fait. Je me suis jamais vraiment entraîné sur des machines. J'ai toujours fait du functional bodybuilding, genre / cross training / crossfit. Et là, pourquoi pas se foutre sur des machines. Et c'est là où tu vois qu'en fait, t'as des gains à faire. Donc, c'est très bien. C'est surtout que la machine, elle est stable et tu peux mettre vachement plus de charge que tu mettrais sur de la charge libre. Donc dans le fond, tu viens quand même stimuler quelque chose que tu n'as jamais fait avant et tu pousses plus fort. Donc il y a des gains que tu avais laissés sur la table. Donc dans le fond, je suis pas mécontent parce que ça m'a permis de redécouvrir entre guillemets la muscu. Mais c'est toujours une galère parce qu'il y a des exercices sur lesquels je dois faire extrêmement attention et c'est d'autant plus frustrant parce que j'étais un athlète un peu polyvalent, si tu veux, et là aujourd'hui, j'ai peur d'aller courir maintenant. Donc c'est un peu une galère. Tu vois, je viens de m'acheter une paire de chaussures de course là, de runners. Elles ont jamais servi. Je suis dégoûté. Ça fait 1 mois qu'elles sont là. Elles ont jamais servi. Donc voilà. Ouais, un peu galère, ouais. Et d'ailleurs, en plus, surtout que je pense que t'étais en voie quand même de faire pas mal de Hyrox à ce moment-là. Ouais, j'étais hyper hypé au niveau du Hyrox. Ouais. Je t'ai vu. Alors du coup, ouais, bon, on va en parler. T'as fait l'Hybrid Training Club, etc. Forcément, une appétence autour du Hyrox. T'as fait lequel d'ailleurs d'Hyrox déjà? Parce que j'ai fait Hyrox Valencia, moi, ici au mois d'octobre 2023. Ouais, 2023, ok. Et avant que ce soit hyper hype, c'est vrai qu'aujourd'hui maintenant tout le monde fait des Hyrox, hein. C'est fou. Mais j'ai failli être à Marseille, moi. Bon, j'ai eu un problème et tout avec la voiture, mais j'ai failli être bénévole et tout à celui de Marseille pour un peu découvrir le truc et tout. En plus, t'as ta place et tout gratos pour n'importe quel Hyrox après en France. D'accord. Et ouais, le truc est en train de marcher parce que je trouve que c'est quand même plus accessible et en plus accessible. T'as la hype du run en même temps. C'est 55% de la course. Franchement, le combo pour le Hyrox était parfait. Et du coup, ouais, si tu peux un peu vite fait, on va dire, parler de l'Hybrid Training Club et un peu du coup aussi ton avis sur le Hyrox. Ouais, bien sûr, l'Hyrox, c'est marketingment parlant, c'est hyper malin. Les mecs ont été très 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 forts. Ça aspire à tous les crossfitters déjà. Tous les crossfitters ont envie de se challenger sur un Hyrox. Ça aspire à tous les crossfitters qui sont nuls en haltéro. Parce qu'il n'y en a pas. Et en gym. Voilà. Donc du coup, voilà. Et c'est la course à pied. Moi, je suis pas méga fan de la course à pied. Je t'avoue que c'est la partie qui m'a saoulé quand j'ai fait l'Hyrox. Tout le reste m'a fait kiffer, mais la course, ça me saoule. C'est juste que c'est redondant. Et je n'aime pas ce qui est redondant. Et du coup, 8 km, j'ai trouvé que c'était long, tu vois, c'est chiant. Mais c'est là où, pour être bon sur un Hyrox, il faut être très bon coureur parce que tu défonces tout le monde. Parce que c'est plus de la moitié, comme tu l'as dit, et tu défonces tout le monde si t'es bon coureur. Donc c'est une dinguerie. Parce que le reste, c'est pas très compliqué. En réalité, c'est très simple, c'est des mouvements de base. Si t'as un peu d'endurance, les wall balls, ils se font presque unbroken à la fin. T'as 1000 mètres du volume à genre avant, mais oui, voilà, en vrai, c'est pas compliqué. Tous les agrès, ils sont pas compliqués. C'est la course qui est chiante. Ça, c'est ce qui m'a gonflé. Et en effet, je voulais me rechallenger dessus parce que je l'avais fait avec mon pote Kev, en l'occurrence. Sauf que lui, il avait pris le truc un peu à la rigolade, c'était pas préparé. Et au 4e kilomètre, il a vomi. Donc forcément, à partir de là, je suis tout seul dans la course. Et vu que je finis tout seul, il me rejoint à la fin. Il me rejoint tout à la fin, quoi. Il arrive de nulle part, je sais plus sur quel agrès, mais tout à la fin. Et en fait, on se retrouve disqualifié tout de même parce que j'ai fait 4 ou 5 tours de plus que lui. Et du coup, forcément, c'est pas possible.
Donc j'étais un peu fané, le temps était pas celui que je visais, donc j'étais un peu dégoûté. Donc je me suis dit bon, je vais le refaire tout seul. Et après il y a eu des intempéries. 2024, j'ai eu beaucoup d'intempéries où mois de janvier 2024, je me fais péter une côte au foot américain. Donc fissuré, proche de la cassure, pas cassé, mais très très proche. Donc je mets déjà 3 mois à me remettre de ça. Et 2 mois plus tard, je me fais opérer de la hernie. Donc en fait, ça a enchaîné et j'ai jamais pu vraiment me préparer au Aerox comme j'aurais aimé le faire. On m'a proposé plusieurs fois de faire des Aerox là sur la fin d'année, mais j'ai dû, à mon grand désarroi, tout refuser. Et je suis un peu fané. Je t'avoue que là, j'ai ma cousine qui a fait celui de Marseille. Elle me dit ouais, viens, vas-y, on chauffe, on fait celui de l'année prochaine ou je sais pas quand. Je dis si la hernie me laisse tranquille quoi, parce que c'est vraiment une galère et je me sens limité dans beaucoup de choses et c'est très frustrant. Donc là j'ai réattaqué le sport parce qu'il me fallait un sport en plus de la muscu. Je fais du padel ici, très fun, sauf que la hernie a fait que j'ai dû mettre de côté beaucoup de renforcement, à savoir le renforcement proprioceptif et de pliométrie. Ouais. Et ce qui fait que je bourrine sur le terrain de padel, je me fais une cheville. Donc c'est un peu là en ce moment, je suis un peu je suis pas au meilleur de ma forme. Ouais, voilà. Je te conseille vraiment de faire gaffe à la cheville parce que moi je me suis fracturé le talus, donc la cheville elle a fini comme ça. Et là du coup j'ai des vis que je dois garder à vie parce que le truc est tellement défoncé que voilà. Et après le problème c'est que déjà la perte de mobilité, tu vois, avant j'avais un squat cul au sol et maintenant si faut que je mette les genre des poids derrière. Et ça joue sur le talon d'Achille et tout de ouf, donc ça après encore une fois ça peut être une moi mes chevilles, j'ai jamais eu une grosse mobilité parce que avec mes années de foot américain et de foot normal avant ça, je me suis tordu les chevilles un sacré paquet de fois. Donc j'ai eu beaucoup d'entorses. T'as jamais eu de problème au niveau des ligaments, tout ça, un peu trop distendu Non, t'as j'ai toujours eu de la chance là-dessus. Je fais de bonne réhab aussi. Les genoux, j'ai eu zéro problème. Mais j'ai jamais eu naturellement une mobilité de ouf. Donc c'est un truc, c'est chaud parce que la mobilité, ça a ses limites aussi. Pas tout le monde a le même potentiel de mobilité. Tu peux faire le maximum que tu souhaites. Si t'as pas le potentiel t'auras jamais des amplitudes que certains mecs pourront avoir. Ce qui est un peu le paradoxe du fait que la mobilité devienne très populaire sur les réseaux sociaux, c'est que c'est pour tout le monde, mais pas au même degré. Ouais. Et ça, faut en être conscient. Chacun peut, toi et moi, on peut se mettre à la mobilité. On va peut-être évoluer de 20%, mais peut-être parce que ton standard, toi, il est plus haut que le mien, par exemple. 100%, c'est ça, exactement. Ce qui reste quand même très bien à faire, attention. Mais pour moi, c'est overhypé en réalité. C'est quand même indispensable à un certain degré, mais il faut pas en faire sa vie. Bref, ça c'est une parenthèse. Le Hybrid Training Club, donc j'avais ouvert ça quand je bossais sur Sync, le coaching commençait à me manquer, si tu veux. Et vu que j'avais fait ça en Australie, en Angleterre, etc., j'avais plus de coaching et je me disais putain c'est con, j'aimerais bien un truc fitness quand même qui tourne aussi à côté parce que ça me manque. Et au départ, je faisais juste des programmes que je vendais, que j'hébergeais sur Teachable, après sur Podia. Et après, j'ai décidé d'ouvrir un club où je créais une programmation et je coachais des mecs sur cette fameuse programmation que j'adaptais en fonction des niveaux ou quoi. Et ça créait une communauté et c'était fun. C'était super fun et j'adorais faire ça jusqu'à ce que je me rende compte que ça me prenne beaucoup trop de temps par rapport à ce que ça me rapporte et que derrière, il y a Sync à alimenter, qui est une usine à gaz qu'il faut que je priorise. Et donc récemment, j'ai pris la décision de stopper. Il y a quelques mois déjà, après une discussion productive avec mon pote Alex Viseo, qui m'a très bien conseillé sur la question et qui en effet, comme je disais plus tôt dans l'épisode, quand tu veux tout faire, tu fais rien de bien. Tu ne fais rien. Ouais. Et il y a des choses qu'il faut malheureusement supprimer. Et aujourd'hui, je ne fais plus de coaching, donc j'alimente toujours la programmation parce que je la fais moi-même, donc ça me dérange pas de programmer. Et j'ai des gars qui sont là et qui payent juste la programmation et qui kiffent le groupe, et c'est très bien. Ça me rapporte pas grand-chose, mais je le fais pas pour ça. Donc là, c'est plus du fun parce que je m'entraîne et c'est ma propre prog en fait. Donc si vous voulez la faire, venez, c'est cool. Si vous voulez pas, tant pis. Mais je vais pas vous coacher parce que je peux pas mettre ce type de temps là-dessus. Donc ça a été un truc qui a été très sympa, ça a duré 3 ans et j'ai fait un gros branding autour, c'était fun, il y avait une belle image et en fait c'est au bout d'un moment tu peux pas tout faire. Tu peux pas tout faire, sachant que j'ai eu une autre idée entre-temps parce que mon cerveau il a un peu pété et que je voulais faire ma propre application mobile pour le Hybrid Training Club qui s'est transformé en Hybrid Pump, qui était plus le vraiment functional bodybuilding, tu vois.
T'avais le côté functional qui était hybrid et t'avais le côté bodybuilding qui était pump. Du coup, c'était le hybrid pump et ça s'appelle toujours comme ça aujourd'hui. Et j'ai voulu créer ma propre application parce que j'étais pas satisfait des plateformes que je trouvais aujourd'hui. T'avais plein de plateformes d'hébergement qui sont cool. T'avais des True Coach, des trucs comme ça. C'est bien pour que les gens puissent suivre un calendrier, traquer leur performance et tout ça, mais tu n'avais aucun aspect communautaire intégré. Et à côté, tu as les plateformes comme Skool, qui sont des super plateformes d'hébergement de contenu et de communauté, mais qui n'ont pas le côté fitness, tracking de performance et tout ça. Donc ça, c'est très chiant. Et je me disais, ça me saoule parce qu'il y a rien et comment on fait? Donc je fais développer ma propre petite application pour moi, pour le Hybrid Pump, qui marche bien, donc c'est cool, c'est fun, mais là, je commence à avoir une autre idée. Quand pas mal de coachs viennent me parler et me dire, je kiffe bien ton appli, est-ce que je peux pas l'utiliser pour mes clients? Et c'est là où je me dis, mais pourquoi est-ce que je développerais pas un truc juste pour les coachs, pour que eux-mêmes puissent coacher leurs clients dessus? Et du coup, je me suis lancé là-dedans. Bon, c'est un projet qui coûte très cher, mais c'est un projet que j'ai pu proposer à l'équipe de développement avec qui je bossais sur ma première application. Je leur propose le projet. Je leur dis clairement, j'ai pas la thune à mettre pour faire ça, mais je peux diriger tout le projet. Et vous derrière, si vous pouvez délivrer, vous délivrez tout, vous payez en gros, mais du coup on partage les profits. Et ils sont ok pour le faire, parce que c'est une agence qui marche super bien. Ils adorent le projet et ça les chauffe. Donc du coup, ça fait déjà quelques mois qu'on travaille là-dessus et que maintenant, comme je disais, je peux pas tout faire. C'est aussi pour ça que j'ai stoppé le coaching. C'est parce qu'aujourd'hui, Sync prend beaucoup de mon temps et le développement de ce software, il en prend aussi un petit peu. Donc je peux pas faire plus. C'est aussi pour ça que je fais plus de réseaux sociaux non plus, parce qu'il y a vraiment ces grosses activités à développer dans l'ombre qui ont pour moi beaucoup plus d'importance que de continuellement alimenter les réseaux sociaux. Et je suis un peu fatigué de tout ça. Après toutes ces années à avoir fait du contenu, j'en ai plus vraiment l'envie aussi. Donc c'est pour ça que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, si tu veux. Ouais, d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai pas pu, on va dire, te contacter dessus parce que je savais que tu étais en train de faire ton petit défi de un mois sans réseaux sociaux. Ouais. Et d'ailleurs, un peu, voilà, qu'est-ce que tu en as retenu, même si, bon, je pense qu'on connaît à peu près, on va dire, les réponses positives que ça t'a apporté. Exceptionnel, mec. Ouais, voilà, exceptionnel. Et même en même temps, si tu peux donner, parce que je connais ton avis sur le contenu court, type TikTok et Reels. Moi, TikTok, je ne l'ai pas. Je refuse catégoriquement de télécharger cette application parce que je trouve que c'est un cancer pour la société qui entraîne le cerveau à devenir incompétent, en fait, à ne plus avoir la capacité de se concentrer pour plus de 15 secondes, quoi, si tu veux. Et c'est devenir, j'arrive pas à trouver les mots en français, mais chroniquement, tu entraînes ton cerveau à devenir unfocused, si tu veux. Déconcentré. Ouais. Moi, ça m'a affecté, moi. Ça m'a affecté c'est une réalité. Pendant des années. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne consomme plus ce type de contenu, à savoir sur Instagram. Donc, je ne le consomme pas non plus. Donc, je me suis vite rendu compte que j'avais plus rien à foutre là-dessus. Même si j'aime bien y aller parce que j'ai plein de potes sur les réseaux sociaux et tout ça, et que l'aspect social du réseau social, il est cool. Mais aujourd'hui, on est plus sur du média social que sur du réseau social où on n'y va plus vraiment pour networker, mais on y va pour balancer du média à tire-larigot qui fait des vues. Et en fait, je peux plus aujourd'hui. C'est toujours à qui fera le plus de vues, à qui aura le hook qui sera le plus sexy, où tu auras envie de rester. Parce qu'en fait, on t'a baité, on t'a mis un appât et t'as mordu au truc et du coup, t'as regardé tout le réel. Enfin, tu vois, j'ai beaucoup de mal. Je sais qu'Instagram essaye d'implémenter des formats plus longs maintenant sur le réel, où tu peux faire des réels qui vont jusqu'à 90 secondes. Voilà, mais je crois qu'il y a même plus que ça maintenant. Tu peux faire des vidéos plus longues que ça. Je pense que mais il faut que tu restes en format publication, je crois. Tu sais, donc tu seras pas en format vertical complet, mais tu restes sur le format. Tu mets une publication ou même tu peux en mettre plusieurs d'affilée. Ça peut faire. Ok. C'est possible. Oui, le réel, il y avait du 90 secondes en effet. Il me semblait que j'avais entendu parler d'un développement qui allait arriver sur du format encore plus long. Franchement, c'est pas très grave. Bien parce que mais je pense que c'est essentiel. Malgré tout, je pense que sur un téléphone, consommer quand t'es sur les réseaux sociaux, je sais pas si c'est fait pour aller vraiment s'arrêter sur du format long. Le format long, je le regarderais plutôt sur un Mac, sur un ordinateur, quoi, du moins, ou sur une tablette, peut-être. En tout cas, quand je regarde des podcasts, soit je les écoute évidemment via Spotify ou quoi, mais si jamais je suis en train de bouffer et que je regarde un podcast, c'est sur YouTube. Et je me retrouve à beaucoup plus consommer du YouTube long que de l'Instagram ou quoi que ce soit d'autre. Bon, déjà, j'ai pas Snapchat ou j'ai pas TikTok et je me rends compte que je passe plus de temps dans la vraie vie aujourd'hui et que mon screen time, il est beaucoup plus faible et je m'en porte aussi beaucoup mieux. Et après, je suis conscient qu'il y a tous les créateurs de contenu
dont le revenu dépend de leur activité sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas vraiment le choix, et j'en suis conscient. Mais après, tu peux tout de même ne pas y passer beaucoup de temps, simplement créer ton truc, le poster, et puis te barrer, quoi. Mais bon, après, je sais qu'il y a aussi le fait qu'il faut démarcher dans les DM, tout ça. C'est un truc que j'ai jamais fait parce que ça n'a jamais été ma cam, mais ça marche. Donc, je suis conscient que pour certains types de profils, ça va être beaucoup plus compliqué et que ça peut être vraiment lié à leur taf à 100%. Mais pour la plupart de la population, c'est pas utile. Et je me rends compte aussi d'ailleurs que tu vois, les membres du Hybrid Pump aujourd'hui, c'est la plupart des gars qui ils ont entre 30 et 35 et plus années. Ils y vont beaucoup moins sur les réseaux sociaux. Quand on en discute, on se rend compte que dès qu'on dépasse on arrive proche des 35 ans, il y a des choses plus importantes sur lesquelles focaliser dans la vie. Et t'as pas envie de louper trop de moments de cette vie parce que le temps passe. Et non pas que j'ai envie de parler comme un vieux, mais tu prends conscience aussi des années qui passent. J'ai 34 ans aujourd'hui. J'ai pas le même mindset que quand j'en avais 25. C'est pas la même chose. Tu prends conscience des choses. Et de ce côté-là, moi, je préfère passer beaucoup moins de temps sur les réseaux sociaux aujourd'hui et je m'en retrouve beaucoup mieux. Parce que je sais que quand j'allume Instagram, généralement, j'ai quelques DM et souvent, c'est des potes qui m'envoient des réels qui sont drôles. Et souvent, c'est ça, en fait. Ouais, c'est vrai que moi, j'essaie de te dire, ouais, bon, c'est sympa et tous les réels, mais c'est pas trop mon délire. Donc, ou en général, je réponds pas, c'est bête, mais des fois, c'est un peu méchant, mais tu réponds pas ou tu mets juste le like sur le réel, je l'ai même pas ouvert. Ouais. Parce que je sais très bien que sinon, ça suscite je fais un peu ça aussi. encore recevoir et tout. Et moi, je l'ai fait 2-3 fois et tout, genre avec mon frère ou quoi que ce soit. Et maintenant, franchement, on m'en envoie plus et voilà, hein, ça suffit. Hein. Ouais, je suis conscient. Ouais. C'est typiquement, généralement, c'est ça. Hein. Et je scrolle même plus, d'ailleurs, sur le feed ou quoi, parce que je n'y trouve plus d'intérêt. J'ai plein de potes qui créent du contenu super intéressant, c'est très bien. Mais je sais aussi que quand tu crées du contenu comme ça de manière régulière, tu le fais dans le but d'augmenter ton chiffre d'affaires. Donc, quelque part, tu vas essayer de vendre un truc. Même si c'est indirect, ou c'est je te propose de la valeur, ou ça, je te montre ça, c'est mieux que faire ça. Très bien, mais c'est juste plus ma cam. C'est que les réseaux sociaux, j'y suis depuis que j'ai 26-27 ans. Aujourd'hui, j'en ressens plus le besoin. Encore une fois, j'en suis conscient que pour certains créateurs de contenu, c'est indispensable. Néanmoins, moi, je suis un fervent croyant en le format long. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus de valeur à apporter sur du format long. Ah, clairement. Et tu t'attaches beaucoup plus à un personnage sur du format long que sur du format très court. Et c'est un peu dommage. Après, je pense tout de même que l'avenir, je sais pas si c'est une question que tu allais poser, mais que les tendances font qu'on va aller vers du format long. Je pense qu'il y a des plateformes qui vont émerger, qui vont être spécialisées dans le format long. Je pense que Instagram va bien entendu s'adapter et proposer ce genre de contenu. D'ailleurs, je crois que c'est TikTok qui commence à faire maintenant du format long en format paysage. J'y crois pas trop sur ce type de plateforme parce que c'est pas fait pour ça à la base et que tu y vas pas pour ça non plus. Et que aujourd'hui, même sur Instagram, quand je tombe sur un format entre guillemets long, je sais que je suis pas là pour ça, donc je vais pas regarder. Donc c'est ça qui est un peu le paradoxe. On t'en propose quand même, mais du coup la plateforme elle est pas faite pour ça. Du coup tu y vas pas. Et c'est voilà. Je trouve que le seul intérêt vraiment du format court, c'est pour te rediriger sur un format long. C'est les extraits de podcast par exemple, qui peuvent être pertinents. Et de te dire ok, je vais peut-être aller regarder l'épisode complet parce qu'il m'a l'air en effet pertinent et plein de valeur ajoutée. En tout cas, c'est ce que je préfère faire moi à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est subjectif. Chacun fait ce qui le rend heureux si tu veux, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai trouvé mon équilibre. Ouais, je pense que, tu vois, avec l'avènement YouTube et le fait maintenant qu'on mette les podcasts vidéo sur YouTube, je pense que YouTube va prendre une tendance où, je dirais pas non plus, ça va finir... Enfin, pour moi, YouTube va remplacer un jour la télé ou des plateformes typées YouTube, tu vois. Mais je trouve que on va vraiment partir sur des formats plus longs et, on va dire, beaucoup plus ludiques. Après, les formats courts seront là pour mettre en lumière les formats longs. Mais parce qu'il faut donner la patte, tu vois. Et moi, en vrai, ça m'énerve. Là, tu vois, déjà, je vais, pour le podcast que je vais sortir la semaine prochaine, j'ai dû commencer à créer les introductions dynamiques. Ça me saoule, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu vois, pas de l'IA qui te permette de le faire? Alors, de l'IA, introduction, genre en mode dynamique avec les sous-titres et tout, je pense pas. Je crois que c'est vraiment du montage et tout. Bon, ça va, j'ai réussi à trouver, on va dire, un truc rapidement tout à faire, mais c'est vrai que quand tu sais que tu vas partir sur un format peut-être de 1 heure, 1 heure et demie, c'est vrai que bon, si t'as quelques petits, on va dire, comme tu dis, ou que au début de l'épisode, tu sais si on va dire ça va coller avec le perso, mais du coup, pareil, tu vois, maintenant,
podcast, en vrai, pour moi, le podcast, c'est encore, j'ai l'impression que maintenant c'est chaud, mais c'est le seul format où tu peux faire des réels, où juste tu mets la voix de la personne comme toi tu fais, t'es en train de parler d'un truc, petite musique en fond, et t'es pas obligé de mettre des b-roll à tout va et plein de transitions. Et encore, franchement, moi, je tends vers ça parce que j'ai l'impression que t'es obligé de jouer au jeu d'Instagram, et c'est triste à dire, mais bon, si tu veux développer une communauté qui après a plus de valeur, enfin, où tu veux retransmettre après des valeurs sur du format long, développer, enfin, comprendre vraiment les valeurs d'une personne, bah, je crois que j'ai l'impression que t'es obligé, quoi, parce que c'est pas en le disant sur un format court qu'il faut arrêter de regarder des formats courts que les gens vont comprendre, quoi. Je suis d'accord. C'est fait pour ça. Donc ouais, c'est soit tu joues le jeu, enfin tu peux pas détester Ouais. comment le jeu en lui-même, mais t'es obligé de t'adapter aux règles entre guillemets. T'as pas le choix. C'est ce que la société veut aujourd'hui. Ça va évoluer. De toute manière, il y a toujours des cycles dans absolument toutes les trends finissent par se barrer, et ça va être le cas. C'est que là, maintenant qu'on a bien surchargé nos cerveaux avec de la connerie, il va falloir se développer sur du format long. Je pense que c'est véridique. Et aujourd'hui, tu as le problème avec les jeunes parents qui ont leurs enfants qui ont l'attention span d'un teubé, d'une chèvre, parce que ils savent plus se concentrer, parce qu'ils sont trop mis sur les réseaux sociaux très vite, ils sont surstimulés en effet, et c'est une catastrophe. On les met devant les écrans dès qu'ils deviennent chiants. Tiens, l'iPad. Je ferai jamais ça. Ouais, et non plus. De la génération qu'on a vécue, le jour où j'ai des enfants, je vais les faire profiter de l'extérieur au maximum. Je les mettrai presque jamais devant des écrans, parce que j'ai conscience du mal que c'est en train de faire, et que les gens deviennent bêtes, et que c'est pas possible. Donc c'est bien que nous on ait été un peu les rats de laboratoire, on a été des cochons d'Inde pour test. Mais la génération après nous, c'est encore pire. Je sais pas quel âge t'as toi aujourd'hui, mais ce qui arrive qu'à 22, 23 ans, c'est pas ouf. J'ai 23 ans, moi. Ouais, bah voilà, t'es en plein dedans. Donc Ouais. en plein dans cette Pour moi, génération qui mange. Enfin, nous on est, enfin, moi j'ai été vraiment, pas, moi c'est la génération de mon petit frère qui est né avec. Moi, j'ai commencé à développer, tu vois, j'ai fait mon premier compte Facebook, tu vois, j'avais genre 9-10 ans, mais ça allait encore. J'étais pas trop en mode jouer aux jeux sur Facebook, là, les trucs qui sont directement mis, quoi. Et je trouve que heureusement que j'ai connu YouTube et le format très long, et que j'ai vraiment accroché sur YouTube. Parce que je pense que sinon, ouais, TikTok, ça m'aurait eu, mais quand je vois mon frère, il bosse, en fait. C'est vraiment un bosseur, mais rien que pour les facilités qu'il a, il a même plus envie de bosser en cours, alors que, par contre, aller sur TikTok, il me dit, ouais, je me mets sur TikTok juste avant d'aller dormir. Je suis en mode, bon, voilà, quand il a 17 ans, mais bon. Je connais plein de gens qui font ça qui ont 30 ans, mec, hein. Donc c'est un vrai fléau, hein, ce truc. Ouais, bon, là, c'est chaud, ouais. Ça t'envoie des... Moi, j'aime bien que j'ai des potes qui m'envoient des TikTok, je leur dis, je peux pas le voir. Tu sais, je peux pas les ouvrir. Parce que quand tu l'ouvres avec ton téléphone, ça te demande de télécharger l'appli. Ou se te met sur Safari, mais bon, flemme, quoi. Non, même pas sur téléphone, en tout cas sur iOS. Ok. Ça t'ouvre l'App Store. Ça te l'ouvre même pas sur Safari. D'accord, ok. Putain. Donc, très pratique. Vraiment. Ça fait ça sur le Mac, ça l'ouvre sur Safari sur le Mac, mais sur le téléphone, non. Donc, comme ça, au moins, mes potes savent, donc ils m'envoient pas de TikTok. Ok. Non, ouais, c'est fou. Bah, écoute, mec, on va arriver à la fin de l'épisode. J'ai ma petite question fétiche, on va dire, que je pose à chaque invité. Donc, comme tu sais, le podcast s'appelle Équilibre et Performance. Et pour moi, je pense que dans la vie, on va dire que tu peux te ranger dans... Bon, je pense que je vais avoir la réponse avec toi, mais tu peux te ranger, on va dire, que dans une case par rapport à ton développement. Et ma question, en fait, c'est que, est-ce que tu trouves que, en fait, toi, dans ton développement entrepreneurial, sportif ou quoi que ce soit, t'avais une vie équilibrée qui t'a permis après de te dire, bon voilà, j'en veux plus, je vais aller chercher plus, et du coup je vais amener de la performance professionnelle, sportive ou quoi que ce soit, ou c'est plutôt que t'avais une vie totalement déséquilibrée, qui te plaisait pas enfin que tu sentais que sur le long terme ça allait pas te plaire et que t'allais faire un burn-out, et du coup t'allais chercher de la performance dès le début pour ensuite ramener un équilibre. J'ai l'impression que ton parcours ça a été un peu des deux à différents moments, mais j'aurais plus tendance quand même à dire que t'es souvent allé chercher de la performance pour après trouver ton équilibre, parce que ton équilibre maintenant tu l'as en habitant en Espagne, tu vois. Ouais. Oui, j'étais un éternel insatisfait où j'ai du mal à trouver la stabilité, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours effrayé. Et j'ai toujours eu besoin de changement, dans le sens où quand tu sais que la planète est gigantesque et qu'il y a plein de choses à voir, il y a des gens, ils sont satisfaits de naître à un endroit et vivre toute leur vie à ce même endroit et pas trop bouger, et c'est ok. Et moi, c'est pas mon cas. Et j'ai eu envie de découvrir très vite, et je me suis rendu compte aussi que le temps était limité, donc tu peux pas tout faire. Donc tu essayes de vite faire la technique de l'entonnoir et te dire quelles sont les places que vraiment je dois faire,
qui vont m'apporter quelque chose, qui vont me plaire. Il y en a, j'en ai plusieurs que je dois faire en termes de voyage qui sont prévus. Mais clairement, c'était ça. Ma vie, c'était le bordel. Je ne savais pas où j'allais, d'autant plus que j'ai perdu mon père très tôt, quand j'avais 13 ans. Donc ça laisse un vide inimaginable, comme tu peux t'en douter. Et derrière, il faut se reconstruire. Et tu te reconstruis sur quoi? Bah, tu testes des trucs, en fait. Tu t'identifies à certaines personnes autour de toi, dans ton entourage. En l'occurrence, moi, c'était mon coach américain quand j'avais 20 ans, qui était arrivé des États-Unis pour coacher l'équipe de foot américain en France. Et ça m'a donné cette envie de dégager très vite et d'aller visiter les US, de voir de mes propres yeux quelle était cette culture, et pas juste de me l'imaginer à travers ce qu'on me dit à la télé. Quand tu vois par tes propres yeux, généralement l'image elle est jamais la même que ce que t'aurais pu t'imaginer. Et mon équilibre, je l'ai trouvé comme ça, très clairement. Ouais. Ok, top. Et du coup, si on peut te retrouver sur les réseaux. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en termes de création de contenu, je suis pas le meilleur. Parce que je me focalise beaucoup plus sur le développement de Sync et sur le développement du software. Donc le software, si les mecs sont coach sportifs, bah, ils sont les bienvenus pour venir dans mon groupe privé WhatsApp, où évidemment c'est gratuit, c'est pour me filer un coup de main, me donner m'exprimer leurs besoins que eux n'ont pas trouvé potentiellement sur une plateforme de coaching lambda, et de voir en avant-première ce que moi je vais proposer, et de pouvoir la tester aussi gratuitement, bien entendu, quand elle sortira. Donc ça, c'est cool. Après, sur Instagram, c'est là où je suis le plus présent, entre guillemets, mais ce sera principalement de la story. Je fais plus vraiment de posts. Ou alors, souvent, je poste des extraits de podcasts, parce que c'est là-dessus où j'ai fait le plus de trucs. Généralement, quand j'ai été interviewé ou quoi, je mets ça. Parce que des épisodes tout seul, j'en ai fait beaucoup. Mais aujourd'hui, je ressens plus le besoin de le faire. Ça a été une époque où j'ai commencé le podcast en 2020 pendant le Covid, où je me sentais un peu seul et que du coup, je ressentais ce besoin de m'exprimer. Et j'ai fait beaucoup d'épisodes solo. Et aujourd'hui, je préfère faire des épisodes avec quelqu'un. C'est plus sympa et moins compliqué à aller se creuser la tête que quand on est tout seul. Et je me posais la question, tu vois, de me racheter des micros supplémentaires et de faire un setup ici avec 2 potes en plus. Mais c'est pas encore d'actualité. C'est plus pour le moment une idée, voir comment je peux lui donner la vie, de voir si vraiment il y a un truc intéressant à faire, ou si ça va très vite me faire chier et qu'au final ça n'apporte pas assez de valeur et que je me dise en fait laisse tomber, on met la clé sous la porte et ça ne sert à rien. Donc on verra en termes en tout cas de création de contenu. YouTube, principalement du détatouage maintenant, malheureusement. C'est vrai que c'est un peu de tout et n'importe quoi, parce qu'au départ je faisais que du contenu autour du fitness fonctionnel, et aujourd'hui plus vraiment. Aujourd'hui on a tout a été vu en fait autour du fitness. C'est pour ça qu'il y a des méthodes miracles qui arrivent un peu de nulle part, le biohacking, les trucs un peu foufou qui sont sexy, mais réellement il n'y a plus rien à inventer. Donc c'est pour ça aussi que je participe pas à cette recherche de la nouveauté, parce qu'il y en a plus de nouveauté réellement, tout a été fait. Et puis voilà, donc plutôt Instagram quand t'as Randis. Le podcast c'est Biceps et Mindset, mais il y a 180 épisodes à écouter, mais c'est vrai que avant je faisais un épisode par semaine. Il faut au moins que je monte à 200, donc il va falloir que je continue un peu. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas une priorité. Il y a trop de choses dans ma vie qui font que je dois vraiment prioriser Sync et le software. Et du coup, j'ai plus vraiment de temps à accorder aux réseaux sociaux. Et j'ai vraiment envie de vivre la vraie vie aussi. Et voilà. Ok, top, et t'as bien raison, mec. Franchement, t'as eu une belle évolution, parce que j'en ai quand même pas mal appris, on va dire, sur ton parcours. Et je pense que ça va être quand même pas mal. Et hâte de voir surtout l'application, parce que en plus, ça va être un gros truc, ça. Il y a quand même un besoin et tout. Certes, il y a des applications par-ci par-là, mais si tu veux faire un peu le mix applications fonctionnelles et vraiment intéressante pour le coach, plus la partie communauté, c'est sûr que là t'as des piliers. En fait, le but il est de remplacer ensemble School, WhatsApp et TrueCoach, par exemple. Tu remplaces les trois ensemble, donc tu fais une espèce de School pour le fitness. Donc écoute, ce sera vraiment super cool. Toi, t'es coach aujourd'hui, toi? J'ai ma carte de coach, mais j'ai pas commencé à entamer le coaching, parce que c'est pas, on va dire, mon objectif principal. Et en plus, j'ai l'impression que maintenant, tu vois, à l'heure d'aujourd'hui, il faut avoir un physique, tu sais, limite dantesque, alors que quand moi j'ai les connaissances, je les ai appris, j'avais même pas 15 ans. Donc ça viendra, je pense, à un moment donné. J'aimerais bien plutôt travailler avec des coachs vraiment que je sais qu'ils font du bon boulot, et ramener des gens vers ces personnes, parce que je sais qu'elles font du bon boulot, et j'ai pas envie de faire des choses pour faire des choses, parce que après t'amènes pas vraiment de la plus-value aux gens, et
Et c'est pas ce que j'aspire en tout cas. Ok, je comprends. Bah après, si tu penses que tu as les connaissances, t'es là pour apporter de la valeur. Donc quelque part, tu vas aider les gens. Donc faut pas que tu te retiennes en te disant que t'es pas légitime ou quoi parce que t'as pas un gros physique. Si tu penses que le travail, tu peux le délivrer, fais-le, mec. C'est une question de confiance en toi et c'est aussi le problème du syndrome de l'imposteur. Je peux t'en dire quelque chose parce que j'y ai beaucoup été confronté parce qu'évidemment, je suis pas chargé, donc j'ai pas un physique non plus monstrueux, un bon physique, mais je suis pas chargé. Donc forcément, bah, t'as les mecs qui ont les génétiques gold, les mecs qui en sont chargés en plus de ça. C'est dur. Tu peux pas te comparer aux gens sur les réseaux sociaux, c'est très compliqué. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais si tu penses que t'as ce qu'il faut, n'hésite même pas en fait. Si des gens veulent faire appel à toi, propose tes services. Hein. Pas te dire je redirige vers quelqu'un ou quelqu'un alors que toi t'es toi-même compétent. Je proposerai un jour un truc en collaboration avec quelqu'un, mais c'est pas l'actualité, mais ouais, histoire quand même de ramener des fondamentaux aux gens, parce que tu vois, en plus moi j'ai couplé ça avec le run, genre j'ai du fait de m'être pété la cheville, je me suis dit faut que je profite de ma cheville parce que je vais avoir de l'arthrose à un moment donné assez tôt, on va dire, comparé à quelqu'un de lambda, et du coup ouais, tu vois, rien que le run, quand tu as envie de faire une recomposition corporelle, c'est un truc de fou, et moi j'ai pris 9 kilos parce que j'étais 3 mois dans le plâtre, et là j'ai perdu 14 kilos avec une recompo et tout, genre vraiment bien, j'avais été aussi bien physiquement et mentalement, et comme par hasard c'est le run, on va dire, qui m'a appris ça, et maintenant je vais aller chercher un peu des défis avec un marathon, et je vais voir un peu ce que ça va faire, quoi, au niveau du corps. Très bien. Donc voilà, bah écoute mec, je te remercie beaucoup pour Merci à toi. l'échange, franchement c'était cool. À plus, allez, ciao. Ciao.